supporters, bienvenue pour le nouveau podcast du Club Paname. On va revenir sur l'actualité de la semaine. Défaite à Rennes, victoire contre City, un petit bilan des joueurs entre satisfaction et inquiétude sur certains peut-être. Et on reviendra également sur les propos de Kylian Mbappé sortis dans la presse du jour et qui font beaucoup parler les supporters. Ce soir avec nous un habitué de Rayas, bonsoir. Bonsoir. Et un petit nouveau Braza, dépucelage Club Paname ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, oui. Il y a une première atout comme Donnarumma. On va revenir tout de suite. On va commencer par ce qui fâche un peu, par la défaite contre Rennes. Braza, je vais te lancer en premier puisque tu es nouveau, honneur à toi. Est-ce que pour toi, c'est une défaite inquiétante ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je pense que au vu de tous les résultats qu'il y a eu, je dirais plutôt que là, tous les grands clubs sont en train de payer la préparation physique, puisqu'il y a beaucoup d'équipes préparées physiquement pour être prêts en février, qui ont eu un petit accroc. Donc, et après, il y a une deuxième lecture qu'il faut avoir du match, c'est que on le dit depuis quelque temps, on manque d'efficacité et malheureusement, le haut niveau fait ressortir le manque d'efficacité ou justement l'efficacité dans les matchs. Oui, avec notamment la première fois depuis 10 ans, je crois que Paris ne cadre aucune frappe dans un match de Ligue 1. Drayas, ta lecture ? Non, le résultat est anecdotique, d'autant plus, comme l'a rappelé Braza, qu'il y a eu énormément de défaillances, non seulement dans les matchs en Ligue des Champions, mais ne serait-ce qu'en Ligue 1. Aucun des cadors poursuivants / n'a gagné. Après, il y a quand même des préoccupations liées au match en lui-même, pas tant à la première mi-temps, mais l'absence de réaction de Pochettino après le deuxième but et l'absence de remise en cause. Moi, ce qui m'a fait particulièrement mal, c'est la déclaration de Traoré après le match, qui a dit on savait qu'ils étaient très forts dans l'axe, donc on a blindé l'axe. Et ça veut dire que Pep Genesio en a mis une à Mauricio Pochettino et ça m'emmerde un petit peu. Braza, est-ce que tu partages cet avis ? Est-ce que pour toi, dans l'animation, il y avait des soucis, tactiquement, une mauvaise approche ou pas ? D'accord. Étant novice, je veux faire des trucs de novice. C'est qui vient d'intervenir là, du coup ? C'était Drayas. C'est pas qui a lancé la question, c'est Drayas qui parle. D'accord. Non, par rapport à ça, moi, en fait, j'ai réfléchi en me mettant à la place d'un coach. À la mi-temps, on a une équipe, t'as ton équipe qui est menée contre quasiment le cours du jeu. Et tu fais des changements tactiques, tu essayes de régénérer une confiance pour la deuxième mi-temps. Et je dis bien régénérer parce que le foot pro, c'est que de la confiance. Les efforts, ils les répètent à l'entraînement toute la semaine et c'est que du off, c'est que du boulot de l'ombre qu'on ne voit pas, qui est très important. Et lorsque tu rentres en deuxième mi-temps, tu te prends un but, c'est même pas sur la première possession, c'est 3 passes, un but, dès que tu reviens. Donc en fait, tu te rends compte que tout ce que tu as probablement dit à la mi-temps n'allait pas servir à grand-chose puisque la tâche devenait encore plus compliquée. Moi, là où la réaction par rapport à toi, tu la mets sur Pochettino, Drias, moi je vais la mettre sur les joueurs. Pourquoi je vais la mettre sur les joueurs ? Je pense que pour que ce club monte là où il doit être, au sommet de l'Europe et chaque année, on doit mettre une exigence en Ligue 1 qui est tout le monde veut te battre, ok, celui qui ressortira mieux, il sortira avec 1 point. Mais qu'on accepte de sortir des matchs à 0 point au mois de septembre, pour moi, c'est inquiétant pour un demi-finaliste de Ligue des Champions. Pas sur la manière ni sur autre chose, juste sur l'état d'esprit. En fait, si tu veux, moi, ce qui m'a... En première mi-temps, on peut mener 3-0, on mène pas 3-0, notamment surtout sur les 25 premières. Comme tu l'as dit, ouais, effectivement, la causerie du coach était complètement remise à mal. Moi, en soi, la défaite, d'autant plus avec notre situation comptable la situation comptable qu'on avait, elle m'inquiète pas du tout, elle me préoccupe pas. On a le droit d'avoir un jour sans. Et si tu veux, tu vois, à la limite, tu peux même faire des changements, tu t'en fous de gagner ce match, c'est pas important de le gagner, ça change pas grand-chose, ça remet pas en cause la confiance accumulée, ça remet pas en cause les quelques matchs de référence que tu as pu avoir, ça remet pas grand-chose en cause, c'est une défaite un peu pour du beurre. Mais
tu peux quand même essayer justement d'en profiter pour faire un ajustement tactique en faisant évoluer ton équipe différemment, essayer quelque chose. On avait deux latéraux qui étaient complètement aux fraises parce qu'ils sont utilisés en tant que latéraux. Il ne faut pas oublier que ce sont deux joueurs qui ont été formés et qui ont joué l'essentiel de leur carrière, voire toute leur carrière, dans des défenses à 5. On parle de Nuno Mendes, son expérience en défense à 4, c'était 5 matchs avec le Portugal avant d'arriver à Paris. Sinon, il a fait qu'une saison en pro. Il a fait qu'une saison en pro, au Sporting en étant une défense à 5. Et donc, pourquoi pas essayer de passer dans un système où tu libères tes pistons, tu demandes à tes latéraux de jouer comme des pistons pour justement écarter le bloc qu'avait placé Pep Genesio en écartant beaucoup sur les ailes et en les obligeant à s'écarter. Tu leur aurais certainement posé beaucoup plus de problèmes et au-delà de ça, ça t'aurait permis de tester une nouvelle configuration qui aurait pu être intéressante à voir. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé la passivité, c'était transformer une journée inutile en la rendant encore plus inutile plutôt que de tout simplement essayer quelque chose pour contrer ce qu'avait mis en place l'entraîneur en face. J'ai déploré ça. Braza, est-ce que tu partages cet avis ou tu as l'impression que moi je peux avoir, j'en parlais avec Darius pendant le match, que à partir du 2-0, quels que soient les changements, ça n'aurait pas changé grand-chose de toute façon? Par rapport à ce que tu dis de Dress, je vais déjà te donner des éléments par rapport à une défense à 3. Pour jouer une défense à 3, tu dois être très bon physiquement, encore une fois. Sinon, quand tu joues en défense à 3 et que tu n'es pas bon physiquement, je t'explique comment ça marche. L'adversaire va juste lever le ballon au-dessus de toi et c'est bon. Il aura passé plus de la moitié de ton 11 juste avec une passe verticale ou juste avec une passe sur l'espace aérien. Donc, ce n'est pas évident. Par rapport au match de dimanche, moi, je pense qu'on aurait pu jouer 2 heures si l'efficacité n'y est pas à la 60e, à la 70e. Elle est compliquée. Et moi, par rapport à ça, je vois une image, en fait, qui me revient souvent. C'est le coup franc de Messi qui va à la barre. Il y avait un 0 à ce moment-là, non? Il y avait 0-0. 0-0. Il y avait carrément 0-0 à ce moment-là. C'est la première mi-temps, juste avant voilà. le but très bien. Voilà. Donc, en fait, encore une fois, ça fait revenir sur une lecture d'efficacité d'un match, parce que s'il y a un 0, Genesio, il n'articule pas son effectif ni son équipe de la même manière ensuite. Et pareil pour le 1-0, on a eu des occasions pour revenir à 1 partout face à une équipe qui a joué jeudi. Donc, si tu reviens à 1-1, elle prend un coup au mental, elle se dit est-ce qu'on va y arriver ou est-ce que ça va être encore comme d'habitude avec le PSG qui accélère et qui fait ce qu'il veut. Et tout ça, ils ne se sont pas posé ces questions-là. Pourquoi? Parce que la lecture du match est qu'ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent, ils n'arrivent même pas à marquer un but, ils n'arrivent même pas à cadrer un tir. Et on ne peut pas gagner de match si on n'arrive pas à cadrer un tir. Je comprends ce que tu veux dire. Après, toi, je pense pas que tu aies bien saisi ce que j'essayais de dire, en fait. Mais, non, mais je comprends ce que je veux dire. Non, mais j'arriverai pas à mieux le dire. Après, sur la défense à 3, ouais, je sais comment ça fonctionne. Pour ce qui est des contres, la défense à 3, justement, tu peux prendre le risque de te prendre un contre parce que tu as 3 hommes et notamment un de tes milieux qui va rester en retrait. Et tu peux, donc, sur les contres rapides, tout à fait contrer ça à 4 joueurs. Tu as juste les pistons qui doivent se remettre en position de latérale. Et une fois qu'ils sont remis en position de latérale, tu peux même passer dans un système en 4-3-3 pour défendre et avoir un pressing sur tout le terrain. Mais je sais que tout ça, c'est complexe et ça ne s'invente pas à la dernière minute. J'ai constaté comme toi le manque d'efficacité, j'ai constaté comme toi, et encore une fois, je dis bien que ce match n'était pas un drame en soi. La perte de ce match n'était pas un drame en soi. Ce que je déplore, c'est l'absence de tentative, l'absence de tenter quelque chose. Et par rapport à ce que disait Basto, quand bien même les joueurs n'auraient pas été meilleurs dans ce système-là, le tenter dans un match perdu pour perdu, il n'y avait rien à perdre à le tenter. Et honnêtement, quand t'entends, grosso merdo, c'est Traoré à résumer le match, quoi. Quand t'entends un joueur adverse dire le plan de Pep Genesio a fonctionné, ça fait chier de savoir qu'on n'a même pas essayé de réagir, quoi. Après, je parle juste de ouais, par rapport à ce que tu dis, Dres, j'ai tout à fait compris ce que tu voulais dire par rapport à essayer des trucs. Mais moi, là où je ne vais pas tomber sur Pochettino par rapport au match de dimanche, même dans l'aspect de réaction, c'est qu'à la fin du match, il te dit qu'il est énervé. Et en fait, si tu es un coach que tu entends un coach dire en public qu'il est énervé,
par rapport au match de son équipe, c'est qu'il se désolidarise de quelque chose. Et donc, je vais donner la réponse après, mais est-ce que Drias, tu sais de quoi Pochettino se désolidarise par rapport à son équipe? Est-ce que tu sais le point qu'on n'a pas vu, et c'est un point culminant du football actuel qu'on n'a pas vu, et ça a énervé le coach, et ça permet de relativiser le fait qu'on n'a pas vu de changement de Pochettino jusqu'à la 74e. Je vais te laisser répondre à ta question. D'accord. Et alors, c'est le mental. Pochettino, je pense que jusqu'à la 74e, il s'est dit, je vais laisser les joueurs sur qui je compte le plus en Ligue des Champions pour qu'ils me montrent que quand ça sera difficile, quand on sera mené dans un match où on doit absolument marquer 1, 2 ou 3 buts pour se qualifier, qu'ils me montrent qu'ils auront au moins le mental pour essayer des choses. Sauf que la lecture à la fin du match, c'est que ça a été un match monotone du début à la fin, je pense, même pour vous. Donc, ce qui veut dire qu'il a eu sa réponse, comme quoi ces joueurs-là, et moi, j'explique même que quand il s'est rendu compte que les joueurs n'avaient pas ce surplus de motivation, n'avaient pas ce révolte, cette haine de la défaite, il a fait quoi? Il a sorti Neymar pour qu'il ne prenne pas de rouge. Il l'a sorti en mode, voilà, je le sors, il est le moins fatigué, certes, mais il arrive à, émotionnellement, l'aspect émotionnel peut être compliqué pour lui, donc je le sors. Ouais, pour conclure là-dessus, le seul point où je rejoins un peu tous les deux, je pense que ça ne change rien. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on n'a plus vraiment d'occasion non plus et que tu pouvais tenter quelque chose, aller écarter sur les ailes au lieu de se recentrer. Après, dans l'axe, on est tous d'accord pour dire que c'est un match plutôt anecdotique. Drias, pour répondre à Braza, qui a parlé de la compo départ, sur la compo départ, le fait de quasiment pas tourner, un seul changement, est-ce que pour toi c'était pas un moment pour tourner après un match psychologiquement dur de Ligue des Champions? C'est possible, mais c'est toujours délicat. Des fois c'est bizarre, des fois c'est le match d'avant, des fois c'est le match d'après. Là en l'occurrence, les matchs d'avant s'étaient bien passés, donc on aurait dû s'y attendre pour le match d'après. Et en tant que coach, tu as la tentation de vouloir capitaliser sur une confiance. Après ce qui est étrange, c'est qu'ils gardent quasiment les mêmes joueurs, mais ils changent le système. Donc ça a quand même un impact assez grand. On était en 4-3-3 contre City, là on se retrouve en 4-2-3-1. Donc c'est paradoxal. Je comprends pourquoi il l'a fait. Est-ce que c'était une bonne idée, une mauvaise idée? Je suis incapable d'y répondre. Je pense quand même que certains joueurs ont vraiment besoin de repos. En fait, il a expliqué la veille en conf que vu que de toute façon, avec la trêve internationale et le match contre Angers, il devrait être obligé de tourner après la trêve, que là, il pouvait se concentrer avec tout le monde. Il y avait 5 jours entre les matchs. Fais attention quand tu montes, par exemple, on entend beaucoup au micro. Désolé. Non, en fait, je l'avais enlevé et je l'ai remis pour répondre. Et en fait, je ne l'ai pas enlevé puisque tu parlais. Par rapport à la composition. Qu'il n'ait pas fait beaucoup tourner par rapport à City, est-ce qu'il a eu raison ou pas pour toi? Pour moi, il a eu raison parce que, premièrement, quand il y a une dynamique de 8 victoires d'affilée comme ça et que tu es invaincu, tu penses forcément que le fait de rester invaincu et de continuer une série, c'est positif pour tout le monde. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que depuis 2018, on n'est pas allé gagner à Rennes. Donc ça, il a dû être informé également de la difficulté qu'on a à jouer en Bretagne. Donc, il s'est dit, voilà, je veux mettre la meilleure équipe possible et l'équipe la plus offensive pour pouvoir ensuite éventuellement tourner. Sauf que le match, il n'a jamais tourné, donc il n'a jamais pu faire des changements allant dans ce sens. Et puis autre chose, il a dit, il doit travailler l'animation, notamment avec les 3 de devant, les latéraux, il a DC, etc. Dans les matchs. Drias, je vais te demander ton top 3 sur ce match. Qu'est-ce qui t'a... Ça peut être une performance d'un joueur, d'un entraîneur ou un élément extérieur. Drias, top 3, si tu dois en sortir sur ce match côté parisien. On va commencer par Messi. Messi qui dans les 25 premières minutes fait une masterclass. Après ça, il est un peu en dessous en fin de première mi-temps et il disparaît complètement en deuxième mi-temps. Mais des 3 éléments offensifs, c'est le seul qui a été au niveau pour moi. Ensuite de ça, je vais nommer pas Marquinhos pour son match, mais Marquinhos pour sa tentative de rébellion. On l'a vu 2 fois, notamment trouver Di Maria sur l'aile et continuer à se projeter dans la surface. C'est le seul qui a insufflé un état d'esprit de rébellion. Et d'ailleurs, c'est intéressant à noter parce que Marquinhos le fait, mais c'est pas pour autant que ça a valeur d'exemple pour l'effectif. Et c'est là où on peut se poser des questions, notamment sur est-ce que c'est vraiment le capitaine de l'équipe?
Est-ce que c'est nécessaire vraiment le capitaine de l'équipe? C'est une vraie question. Et en troisième top, Pep Genesio, quoi, qui a montré que son prénom, maintenant, c'est Pep. Il l'a mis à Mauricio Pochettino. D'ailleurs, il nous a battus 3 fois en 8 matchs, je crois, pour autant de défaites et de nuls. Braza, est-ce que tu partages cet avis? Toi, ce serait quoi ton top 3? Moi, mon top 3, je dirais premièrement Gay, parce que dans ce match-là, il a quand même toujours un abattage physique impressionnant. Même quand le match n'est pas fameux, il est toujours là. En deuxième, je mettrais Marquinhos par rapport à ce que a dit Drias, avec un petit astérix sur le vrai Capitana. En fait, c'est compliqué quand tu as des gagneurs qui ont déjà gagné de tout le temps les remonter. Pourquoi? Parce que si tu les remontes tout le temps, ils ne sont pas très enclins à les sacrifier pour toi. Par contre, si tu leur laisses une certaine liberté et qu'ils te font gagner après, ils te donnent raison de les avoir laissés faire. La seule personne qui a changé de management en cours de mandat au PSG, c'était Laurent Blanc, lorsqu'il a perdu un titre en automne, je crois, où il avait un peu resserré les boulons. Et ça ne l'a pas empêché d'être éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, hein, t'as dit quoi? Non, mais c'est pas. Non, c'est pas pour faire un bilan sur Laurent Blanc, c'est juste à titre d'exemple. Non, moi j'ai rien contre les entraîneurs. Pour moi, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain qui doivent faire le taf. Mais je dis juste qu'à Paris, ils se sont habitués à vouloir une indépendance. Et Marquinhos, il est là depuis 2013. Donc il a essayé d'emmener cette révolte par le jeu en disant, bon, je vais vous montrer qu'on peut attaquer et défendre, puisque voilà, c'est le nerf de la guerre, défendre à 11 et attaquer à 11. Voilà, c'était juste ça. Et en troisième point, positif, moi je ne mettrais pas Pep Genesio dans la mesure où, avec ce qu'il est capable de faire contre Paris, je ne m'attends pas à ce que son Rennes finisse 7e ou que son Lyon finisse 4e. Donc, je vais voir dans la constance. Ryan est un fan de Pep Genesio. Ah, non, mais moi aussi, je suis fan de... Moi, je déteste la version Guardiolix du Pep. Je suis à fond pour la version Genesio. Non, mais moi aussi, c'est pour ça que je le pousse, parce que justement, là, il met la pression à Paris sur un match. Mais s'il le fait de façon cohérente, ça nous mettra encore plus là. C'était ironique comme top. Mais j'essaie. On a fait une petite moue avec Dryas quand tu as sorti Gay dans le top. C'est pas grave, si t'enchaînes sur les flops, du coup, j'ai un flop Dryas, que j'avais pas anticipé. Flop 3, s'il te plaît. J'avais pas anticipé de le mettre parce qu'il n'était pas si notable. Enfin, il faisait partie du flop de l'équipe. Voilà. Mais si quelqu'un met Ghana en top sur ce match, je suis obligé de le mettre en flop. Moi, Ghana, j'ai eu pendant très très longtemps beaucoup de mal avec Ghana et j'étais extrêmement surpris dans le sens positif du terme par son début de saison. Mais là, on a vu le mauvais de Gana Gueye, le Gana Gueye qui fait quelques interventions défensives, mais qui les fait partout sur le terrain et nulle part. Le Gana Gueye qui met 3 ans pour faire une transmission et qui perd la majorité de ses ballons sur transmission. Enfin, on a vu tout ce que je n'aime pas de Gana Gueye. Donc, quand mon top, je suis obligé de le mettre en flop. Sinon, autre flop, il va y avoir l'équipe en soi. D'une manière générale, tous les joueurs ont été un peu dedans, que ce soit Marco Verratti, que même Kylian Mbappé, les deux latéraux. Les centraux ont été seulement moyens plus. J'en ai demandé 3 par 11. Di Maria a fait 2 actions bien. Enfin voilà, donc c'est l'équipe. Et en troisième flop, Neymar, mais je vais pas m'étendre dessus parce que je crois qu'on a un topic spécifique Neymar, mais ouais, Neymar va falloir. Alors Braza, je vais te demander de pas réagir sur les flops de Dryas, mais de donner les tiens. On va pas faire des débats parallèles, sinon ça va être trop long. Mais toi, tes flops sur ce match? Mes flops à moi, je dirais en numéro 3, Kimpembe, parce qu'il a besoin de souffler, ça se voit tellement trop. En deuxième flop, je mettrais également, dites-moi son nom en attaque, Di Maria,
parce que pour moi, pour un gars qui n'a pas joué mercredi, c'est lui qui devait faire la différence dimanche. Il est frais, il a besoin de jouer, il peut aussi à son âge et compte tenu de l'importance qu'il a pris à Paris, d'être capable de prendre le jeu, même s'il y a Messi, même s'il y a Neymar, même s'il y a Mbappé. Mais eux ont assuré 3 points essentiels à City. Lui, il pouvait assurer ces 3 points-là. Et en numéro 1, je mettrai Kylian Mbappé. Et je vous assure, le gars, ça n'a rien à voir avec sa sortie d'aujourd'hui. Mais il fait partie de mes flops parce que ça fait longtemps qu'il est vraiment, vraiment très brouillon. Bah, c'est sa pire série au PSG. Oui, mais en plus de ça, je me souviens, sa première série et sa seconde série où il marquait pas, mais moi, en fait, il me plaisait parce qu'il faisait des passes décisives, donc il était décisif. Là, il est vraiment, vraiment, il a vraiment, vraiment pas été décisif sur ce match. Pas de passe. Quand même. Non, mais je parle de. C'est pour ça que j'ai précisé dans ce match. Dans ce match-là, à City, il fait 2 passes décisives, donc je crois. Donc on peut pas dire qu'il l'a pas été. Mais sur ce match-là, en tout cas, il n'a pas été décisif. Et quand il se permet autant d'interventions en dehors du terrain, il doit pas commencer à être réprochable sur un terrain, parce que là, ça va nous compliquer la tâche et ça va surtout rendre ses fans absolus indéfendables. Voilà. Ouais, moi, je rajoute Hakimi dans les flops. Je l'ai trouvé vraiment pas. Il va finir à 11, Drias. Il va finir avec 11 flops. Non, c'est moi, c'est Basto. C'est pas Drias, oui, c'est moi qui en rajoute. Donc voilà, je rajoute juste Hakimi, même Nuno qu'on peut mettre. Les deux latéraux ont vraiment été en dessous, que ce soit sur les buts encaissés ou dans leur jeu. On va passer maintenant au match contre City avec une victoire 2-0 qui place maintenant Paris en bonne position. On a compris donc que Rennes n'était pas une défaite inquiétante. Est-ce que pour toi, Drias, City est une victoire référence ou tu tempères un peu? Ouais, j'ai quand même tempéré parce que dans le jeu, il y a somme toute quelques petites choses à redire. Pour moi, c'est une victoire référence dans l'état d'esprit. Il n'y a rien à redire. Le 2-0 n'est pas volé, le 2-0 est mérité, mais un match nul aussi aurait été mérité. C'était un grand affrontement entre deux belles équipes. C'est sûr que si City avait eu un avant-centre, ils auraient été plus dangereux, mais s'ils avaient eu un avant-centre, ils auraient eu 1 million de moins, donc les choses auraient été différentes. Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est dans le jeu, on n'a toujours pas un 11 qui est vraiment rodé dans le jeu. Par contre, au niveau de l'état d'esprit, j'ai vraiment envie de mettre ça en avant. Tous les joueurs ont été à 200%, tous les joueurs se sont battus les uns pour les autres. Et puis il y a eu de très beaux buts. Enfin, ça reste une victoire référence sans être un match référence. Tu trouves que tactiquement, l'approche était bonne? Compte tenu du fond de jeu qu'on a, oui. Compte tenu du fond de jeu qu'on a, oui. Si on se place par rapport à, je sais pas, un référentiel objectif de qu'est-ce qu'un bon fond de jeu, non, il y a beaucoup à redire, mais par rapport à là où on en était, je pense que oui. Braza, qu'est-ce que tu as pensé de la performance parisienne? Allume-toi, ouais, c'est bon. Alors, pour moi, c'est pas une victoire, c'est pas un match référence ni une victoire référence. Pour moi, c'est une victoire constructive et un match de poule. Je m'explique. Victoire constructive, pourquoi? Parce que à partir d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas vouloir avoir la possession contre les adversaires en Ligue des Champions et les écraser. Pourquoi? Parce qu'on a joué contre le top 4 au niveau de la possession en Europe. Manchester City, donc là, on les a battus. Et avec le score qu'on a fait lors des 2 derniers matchs, on ira en prolongation. Par rapport au Bayern, qui est la 2e équipe au niveau de la possession en Europe, on les a battus, on les a éliminés et on a quand même réussi à avoir la possession au match retour, contrairement à ce qu'on disait que le PSG n'était pas capable de l'avoir face au Bayern. La 3e équipe, c'est le Barça. La 4e, c'est le Barça, puisque le 3e, c'est nous. La 4e équipe au niveau de la possession en Europe, c'est le Barça. Et on les a quand même battus 4-1 et on a fait un partout. Donc ce match-là, il est constructif. Le match, il est constructif en quoi? C'est qu'il donne confiance sur le fait que
le potentiel de cette équipe est énorme, puisqu'on savait déjà que le potentiel des individualités au PSG était énorme, mais que le collectif est juste entre 50 et 70%. Ce qui permet de faire des choses énormes quand tu as beaucoup de potentiel, mais pour gagner la Ligue des Champions, il faut que ce potentiel collectif puisse augmenter à plus de 70%. Concernant la victoire, pour finir, la victoire, elle est constructive dans la mesure où elle te donne confiance, elle te permet de ne pas brûler des étapes sur l'acheminement de la saison, parce qu'en Ligue 1, on a quand même beaucoup d'avance, 4 points. Déjà, on n'est pas en train de courir après le premier. C'est nous le premier, donc c'est bien. Et en Ligue des Champions, on n'est pas en feu comme on l'était la saison dernière à pareille époque. Voilà. Très bien. Bon, on va passer au pareil, top 3, flop 3. Draias, ton top 3 sur ce match. Marco Verratti, monstrueux. Gana Gueye, que je mettais en flop contre Rennes en réaction. Là, je le mets en top plein et cité. Un très très beau but sur une passe décisive de Neymar, n'est-ce pas, Basto? Je défends ça inverse. et puis même un abattage dans le jeu fabuleux. Il a respecté sa zone, il défendait en avançant. Il n'était pas en train de dézonner. Herrera à côté compensait de l'autre côté, mais vraiment lui il a fait un match extraordinaire. Et sinon en troisième top, pour le coup, je vais mettre l'équipe parce que j'ai vraiment aimé l'état d'esprit. Tout le monde s'est mis au niveau individuellement. Braza approuve avec ses petits cœurs. Et collectivement. Et voilà les 3 tops. Braza, tes 3 tops. Est-ce que tu les partages ou tu peux en rajouter un autre? À peu près, mais on n'est pas dans le même. Alors, numéro 1, je mettrai l'équipe parce qu'ils ne sont pas prêts et ils font des performances énormes sur ce match. En 2, je mettrai Gueye par rapport à son but et aussi par rapport à son travail collectif qu'il a fait dans le collectif. En 3e, je mets Messi parce que Guardiola a raison de s'en méfier, puisque quand on était vraiment, moi je vous dis les gars, j'avais déjà le défibrillateur qui était branché, prêt à l'utilisation, et Messi en fait il a décrété que c'était le moment de tuer le match et il l'a fait. Donc je le mettrai en 3. Et Verratti, je m'explique pourquoi Verratti je le mets pas dans mon top, parce que ce joueur est tellement talentueux, et quand on voit ce qu'il est capable de faire après 3 semaines d'absence, je me dis que ah là là, s'il pouvait être là plus souvent, j'aurais pas perdu autant de cheveux. Tu le mettras en top sur le match, mais pas avec le contexte. Et moi, j'en prendrai un 4e. Je mettrai. Non, mais techniquement, dans l'équipe, il est dans l'équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'équipe en premier, parce que je faisais juste un résumé de ce que tu disais. Draias rajoute Donnarumma, c'est vrai qu'on peut en parler. Je rajoute Donnarumma en 4, alors qu'il n'avait pas joué depuis 2 semaines. Une semaine. Depuis 2 matchs. Enfin, 10 jours. Voilà, il n'avait pas joué les 2 derniers matchs. Il a été, après cette double action de Man City où il est complètement battu, pour le reste, il a été juste impérial dans les airs. Il a coupé des centres directement avec des sorties main en l'air. Enfin, il a été fabuleux. Il était très présent, rassurant pour sa défense, et vraiment très impressionnant pour une performance alors qu'il débarque dans le club qui joue pas depuis 10 jours. C'était très propre. Et moi, parce que j'ai envie de parler, je vais en rajouter un. Je vais dire Hakimi qui est sur les 2 buts. Le premier en décalant Mbappé, le second en emportant Cancelo avec un grand sprint pour libérer l'axe à Messi et Mbappé. Et défensivement surtout, ça a été un vrai bon match de Hakimi qui a éteint Grealish sur ce match. On va passer au flop 3. Braza, est-ce que tu as des flops, et si oui, lesquels? Ah là, je vais aller chercher loin dans ce cas-là. Tu n'es pas obligé d'en donner 3. Hein. Si tu n'en as qu'un, tu en donnes qu'un. Si tu n'en as pas, tu n'en donnes pas. Ce n'est pas une obligation. Ah, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on peut tout trouver quand c'est gratuit. Par rapport au flop, je dirais... non, franchement, non. Je peux pas dire l'équipe en 1 en top et avoir des flops. Okay. Si, j'ai un flop. Tiens, j'ai un flop. Vas-y. J'ai un flop. L'arbitre. J'ai un flop, l'arbitre. Non, l'arbitre sur la faute de Bruyne, dans tous les autres matchs, c'est carton rouge. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment
il n'a pas pu, comment il n'a pas pu le voir lui du premier coup mettre d'abord un rouge et ensuite que la VAR comment on dit ça? Le sollicite, l'appel dans Ouais, l'oreillette. non, même pas le déjuge, voilà. J'aurais mis le carton rouge avant que la VAR te déjuge, plutôt que de ne pas mettre de carton. Et même quand il a vu l'ampleur de la faute, il met que jaune après 2-3 minutes. Donc, flop 1, l'arbitre, flop 2, la VAR qui aurait dû l'appeler sur cette action. Braias. Ouais, pour moi, ça me choque pas que l'arbitre n'ait pas vu. Ça peut être une erreur de match. Pour moi, c'est même pas un flop, c'est un scandale. Comme tu l'as rappelé à juste titre, il y a 2-3 minutes d'interruption. Donc, les mecs de la VAR, quand il y a une erreur Pour manifeste. toi, le scandale, c'est le VAR, pas l'arbitre. Ouais, voilà. Il y a une erreur manifeste de l'arbitre, elle est claire, elle est visible. Les mecs, ils ont 2 minutes pour voir les ralentis, à aucun moment ils appellent l'arbitre dans l'oreillette. C'est inadmissible parce que c'était un rouge clair. Le fait que l'arbitre le voit pas, ça arrive, il peut mal interpréter, etc. Mais maintenant qu'on a la VAR, déjà, moi, la VAR me fait tilter, mais en plus de ça, les fois où elle devrait être utilisée, elle n'est pas utilisée. Bref, à quoi ça sert cette grosse merde? Sinon, en deuxième flop, je vais partir sur sur le fond de jeu. C'est-à-dire que on met un premier but. On a des Il offensives. va mettre double cœur parce qu'il n'est pas content. Oui, il y a des chances. On a des offensives. On est très bien au niveau de l'état d'esprit, mais il y a quand même des choses qui sont grippées dans l'équipe au niveau des transmissions, au niveau des appels, le jeu côté qui est complètement insuffisant, alors qu'on a 2 armes qui sont terribles pour ça. On ne sait pas encore. Le nombre de fois où on a nos latéraux qui sont montés et qui sont en train de monter juste pour monter parce que grosso merdo ils font juste un aller-retour et on les sert jamais. Il y a quand même c'est encore grippé la machine Paris Saint-Germain. On n'a pas encore le fond de jeu qu'on attend tous. Au niveau pressing, et justement, c'est quand même rassurant le fait de pouvoir gagner. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, si je dois nommer un flop, au niveau pressing, il y a beaucoup de positifs. Maintenant, avec l'utilisation avec ballon, mis à part les attaques rapides, on n'avait pas grand-chose et c'est un petit peu dommage par rapport à l'effectif qu'on a. Moi, je vais mettre un petit flop sur Kimpembe qui a fait des relances assez hasardeuses et dangereuses. J'en ai 2 plein axe qui donnent des occasions à City. Mais c'est un petit flop, on ne sait pas. C'est gentil. Alors, Braza, tu moi, sur ce qu'a dit Draya. Ouais, voilà. Par rapport à la VAR, déjà, Draya, sache que, tu vois, avant le match, tu as l'arbitre central qui dit à son équipe VAR la tendance. Sachant que les arbitres, ils ont des points en moins, c'est eux qui, si tu dis à tes arbitres VAR, si vous avez un doute, appelez-moi. Vous m'appelez juste. Si tu vas voir la vidéo, je crois que tu as des points en moins. Voilà, tu as des points en moins. Donc, dans une situation où tu as un carton rouge potentiel ou un but qui n'aurait pas été vu par l'arbitre, ou etc. Je ne sais pas s'ils sont notés, les arbitres VAR, d'ailleurs. Ça fait partie des moments où la VAR a le droit de contacter directement l'arbitre pour dire cette situation, il faut que mais tu ailles ce que disait Braza, c'est effectivement, du moment qu'il l'appelle et s'il va la voir, l'arbitre va perdre des points. Oui, il perd des points. Donc, en fait, c'est à lui de rassurer sa VAR, comme quoi sa VAR peut l'interpeller. Par contre, si avant le match, pour pas qu'il perde des points. Voilà, c'est ça. Si avant le match, tu dis à ton équipe VAR, parlez-moi juste dans l'oreillette et je prendrai ma décision pour aller voir. C'est même pas je prendrai ma décision sur l'action. Je prendrai ma décision pour aller voir. Donc, c'est sûr que si la VAR lui dit pour nous, il y a rouge, mais que lui dit non, pour moi, il n'y a pas rouge, la discussion est close. La VAR ne va même pas lui dire va voir, puisqu'il leur a dit avant le match qu'il ne veut pas avoir des points en moins, donc il ne veut pas. On ne sait pas ce qu'ils sont dit après. Mais... Non, mais ça du moment. En fait, moi, pour dire ça, je me place sur le fait des points, parce qu'un arbitre qui perd des points, il est rétrogradé. Et ça, c'est des arbitres internationaux, donc ils pensent à la prochaine Coupe du Monde, les gars. C'était son premier gros match, je crois, cet arbitre, qui était assez inexpérimenté, donc c'était sa première affiche. Pour Paris, parce qu'il a déjà arbitré Manchester dans la saison dernière contre le Real. Non, contre le Real. D'ailleurs, ça avait fait jaser en Espagne, comme quoi cet arbitre-là ne devait pas arbitrer Man City Real, il me semble. Est-ce que tu veux réagir aussi sur ce qu'a dit Draya sur le jeu parisien? C'était la deuxième. Par rapport au jeu, Drayas, je vais t'apprendre un truc. Regarde les circuits. Quand tu regardes les circuits de passe en ce moment,
Eh ben, si tu es un peu pragmatique, tu dois te dire, oh là là, c'est circuit de passe quand les joueurs seront à 100%, donc ils pourront faire des appels contre appels, parce que si tu regardes tous nos offensifs, sur l'explosivité, ils sont énormes. Ils sont énormes sur l'explosivité. Et quand tu mêles l'explosivité et le choix de jeu des circuits, donc pour l'instant, les circuits, c'est tout le temps sur Messi, si vous avez regardé. Pourquoi c'est tout le temps sur Messi? Parce que c'est un nouveau joueur que si tu arrives à intégrer, à savoir comment il joue, comment il pense, c'est énorme. Donc, moi, quand j'ai regardé les circuits de passe contre City, et qu'on a marqué le but à la 8e minute, je me suis juste mis à espérer que City ne puisse pas revenir. Parce qu'en soi, si City ne revient pas, on l'a vu le résultat final, on a gagné le match. Et sachant que les deux équipes ne sont pas prêtes, parce que là, on l'a vu encore City face à Liverpool, pareil, hein, il y avait tellement de déchets, ce qui m'a prouvé que, encore une fois, les deux équipes n'étaient pas prêtes, mais que pour la Ligue des Champions, pour ce qui arrive au mois de février, ils allaient tout donner. Et là, sur ce match, ils ont tout donné. On a vu des circuits de passe des deux équipes. Et au PSG, il fallait voir les circuits de passe et pas la finalité, parce que la finalité, on l'a tous vu depuis quelque temps, elle n'est pas là. Ouais, bah, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi aussi, je vais t'apprendre un truc, mon cher Braza. Je n'attends que ça. En tant que supporter, Drayas et moi, on pense qu'il faut être exigeant avec notre jeu. Donc, c'est juste pour trouver. On ne remet pas en cause la victoire, mais c'est vrai que de la 30 à la 60e, on a quand même eu énormément de mal à sortir le ballon et c'est des choses qui sont à travailler. Et c'est normal qu'il reste du travail, vu les nouveaux joueurs qui viennent d'être intégrés. Attends, oui, j'allais juste dire, vu comment ça prend des trucs, il y a quelque chose que moi, je me dis, hein, et c'est juste pour blaguer. Pour quelqu'un qui s'est tatoué, il n'y a que la victoire qui compte en moi, je pense qu'il doit être assez énervé de ces matchs actuellement. Qui s'est tatoué ça? On n'a pas parlé de lui depuis le début, c'est Neymar. Donc je me dis que voilà, c'est pour parler de Neymar qui s'est tatoué, il n'y a que la victoire qui compte. On va avoir un dossier Neymar, on va avoir un gros dossier. Ah d'accord, ok. Je tease pas trop alors. On va commencer justement les dossiers individuels, on va commencer ligne par ligne, on va commencer par les gardiens. Cette gestion Navas-Donnarumma, assez complexe à suivre peut-être, on ne sait pas exactement quelle est la hiérarchie. Drayas, t'en penses quoi de cette gestion? Est-ce que tu as l'impression que Navas, en jouant pas à Rennes, est un peu enterré ou pas du tout? Bah, le fait de ne pas jouer à Rennes, je vais d'abord répondre sur avant Rennes et puis ensuite on rajoutera Rennes. Avant Rennes, ça a tout d'une gestion catastrophique, calamiteuse, tout ce que tu veux, mais qui marchait bien et du coup, il n'y a aucune raison de s'en plaindre. Maintenant vient Rennes, là où on attendait tous Navas dans la logique de ce qui s'était passé avant. Et c'était encore Donnarumma. Et effectivement, il y a un signal étrange qui a été envoyé alors que Navas, sur les 3 matchs qui Après, précédaient... Navas jouera peut-être Leipzig et oui, Marseille. Oui, voilà. Mais à l'heure actuelle, si tu veux... On a l'impression que Donna, les gros matchs... Voilà, et alors que Navas était sorti après un début de saison un petit peu en délicatesse. Sur les 3 derniers matchs qu'il a fait, il a été exceptionnel. Et donc, c'est un petit peu étrange de lui envoyer ce message-là maintenant. Après, on va voir ce qui va se passer. Mais il y a un truc à dire sur ça, c'est que ça avait tout pour être explosif, ça avait tout pour partir en couille dans tous les sens. Et pour l'instant, ça tient relativement bien. Braza, apprends-nous la gestion de Pochettino, Navas-Donnarumma, s'il te plaît. Par contre, fais le niveau CM2 parce qu'on est encore un peu jeune, nous, tu sais. Non, moi, par rapport à la gestion Navas-Donnarumma, je pense que les deux ont, en fait, dans cet effectif, je ne pense pas que le problème viendra d'eux. Et encore une fois, j'en dirai plus quand on en sera à Mbappé. Mais par rapport à ce qui est montré par Pochettino, ça me rassure les 2 buts qu'on a pris hier dans un sens. Pas parce qu'on les a pris parce qu'il y a défaite au bout, mais parce qu'en fait, ça démontre que notre défense n'y est pas. Ce n'est pas une question de gardien. Tu as beau mettre Navas, tu as beau mettre Donnarumma. En Ligue 1, on se prend des buts et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas du fait de nos gardiens. Après, par rapport à la gestion, moi, je pense que la gestion, connaissant Leonardo, connaissant Pochettino, Leonardo l'a fait exprès. Il avait comment on appelle ça, une opportunité d'avoir un très bon gardien pour les années à venir.
il savait que ça allait mettre Pochettino dans un choix difficile parce que lui, il connaît très bien le football également, comme nous, on n'a rien à lui apprendre quasiment, à lui. Et donc, je pense qu'il savait où serait Pochettino. Mais d'un côté, il a envie d'envoyer un message à ses supérieurs. En gros, c'est si Pochettino gère bien cette histoire de Navas pendant une saison, parce que pour moi, il y a largement de quoi bien le gérer, au moins une saison. Donc, s'il le gère bien pendant une saison, ce qu'il enverra comme message, c'est quoi? C'est que, vous voyez, j'ai été capable de gérer 2 grands gardiens du top 7 mondial ou du top 8 mondial. Donc, je suis capable de gérer les égos. Donc, je suis à la hauteur de ce banc. Et ça sera une réponse qu'il aura donnée et à Leonardo et à monsieur l'émir du Qatar, Tamim, comme quoi il est capable de gérer cet effectif. Donc, ça sera une réponse positive pour tout le monde. Dans la gestion des matchs, pour moi, à l'heure actuelle, ce n'est pas un problème. Il y a Leipzig, il y a Manchester au retour. Il peut mettre même Donnarumma au match retour, qu'il n'y aura toujours pas de problème. Les problèmes, ils vont commencer quand ça sera les 8e de finale, parce que ça, c'est des matchs couperés qui peuvent être le dernier. Et là, j'aimerais voir, du coup, sa gestion à ce moment-là. Pour moi, la gestion... C'est vrai que ça va être intéressant après Angers, où a priori ce sera Donnarumma, puisque Navas rentrera tard de sélection. Il y a un enchaînement Leipzig-Marseille, Leipzig-Lille. C'est vrai que si là, il donne par exemple Lille seulement à Navas, il y aura une tendance qui est... Et City après. City, ouais. On en saura plus dans un mois, en gros. S'il y a vraiment une hiérarchie pour Pochettino, ou s'il continue à tourner, y compris dans les gros matchs. On va passer au... C'est moi qui avais envie de parler de ça, la charnière centrale marquée Kimpembe dans leur jeu sur la relance. On sait que Kimpembe normalement aime bien prendre l'espace avec ballon, que Marquinhos a un très bon jeu long et des très bonnes passes. Et là, je trouve que depuis le début de saison, ils sont un peu timides dans la relance. Darius, est-ce que tu l'expliques par le fait qu'il y ait des nouveaux partenaires, ou est-ce que tu penses qu'il y a un problème là-dessus? Il y a une chose, c'est qu'en fait, on a une paire de centraux qui est titulaire et les concurrents sont très très longs. Tant qu'il y a pas Ramos, du moins, c'est sûr que... Ça, oui, mais même pour Marquis, qui peut remplacer Marquis à l'heure actuelle Le remplaçant est Kerrer. Voilà, le remplaçant est Kerrer. Kerrer a été satisfaisant en début de saison, mais pas au point de mettre en danger Marquis de près et de loin. Et mine de rien, je pense que ça fait bien 3 ans que c'est cette paire qui est installée. 2 ans, il y a eu Silva... Et Marquis était milieu. Oui, voilà. Mais voilà, 2 ans que cette paire est installée. Et puis oui, mais même avant, Marquis était le central par défaut. Enfin non, c'était Kim. Et Marquis était essentiel. Silva, et Marquis était essentiel aussi, etc. Et ils sont installés depuis super longtemps, mine de rien, dans un espèce de confort. Et même avec toute la motivation que tu peux avoir, il y a un moment où tu as besoin d'être tensé, d'être un peu mis en danger. Et je pense qu'il y a un petit peu de laisser aller. Ça se voit chez Kim, mais Kim, ça fait depuis plus longtemps que ça, qui fait plus sa ressortie, même la saison dernière. Il a fait un peu contre Lyon. Oui, mais c'est très léger par rapport à ce qu'il faisait il y a 2, 3, 4 ans, etc. C'est très très léger. Mais c'est surtout Marquis. Marquis, il faut savoir que c'était le joueur dans le championnat d'Europe qui faisait le plus de passes longues et qui avait le meilleur taux de succès en passes longues. Et cette saison, il est passé de, 7-8 passes longues par match à 2. Je ne regarde pas parce que ça me perturbe. 7-8 passes match à 2. Et il était je crois, à 87% de réalisation. Il doit être à 50%. Enfin, il y a une vraie chute. Et il en faisait 7-8 par match, et il en fait 1 ou 2. Ouais. Oui. Et il en réussit qu'une sur les 2. Et alors qu'avant, sur 8, il en réussissait 7, si tu veux. Braza, comment t'expliques cette timidité à la relance? Déjà, est-ce que tu la vois? Et si oui, comment tu l'expliques? Alors, si je ne la vois pas, c'est que je suis aveugle et j'en suis pas encore arrivé là, ou de la malhonnêteté de journaliste, et j'en suis pas là non plus. Donc, si tu t'appelles Savard, donc. Oui. Soit dit-il en passant, balle perdue. Non, mais ok. Par rapport à la relance longue, en fait, il y a 2 facteurs. Il y a le passeur et le receveur. Drias, pour répondre, je sais pas, j'ai pas regardé, donc je veux pas faire le savant, mais est-ce que tu peux du coup regarder les matchs par rapport aux appels des attaquants, parce que en fait c'est l'appel qui fait la passe longue. Soit s'il n'y a pas pas toujours avec Marquis pour le coup. Non, Marquis des fois il fait des reversements d'ailes. Pas toujours pour le coup avec Marquis. Marquis avait pas non, mais pour faire son truc. C'était la partie Marquis.
En fait, j'allais dire que comment dire, le point essentiel d'une passe longue, c'est la qualité, c'est les capacités physiques et d'appui. Donc, pour l'instant, Marquis, il n'est pas à 100%. Et je pense que là-dessus, vous êtes d'accord. Et nos joueurs dans l'ensemble ne soient pas à 100%. Donc déjà, les joueurs, quand ils viennent 2, 3 fois, 4 fois sur une mi-temps, hein, je parle, demander le ballon dans les pieds, tu vas soit la tenter et ne pas la réussir parce que dans ta tête, tu as cet esprit que tes attaquants vont te la demander dans le pied. Donc, tu fais la passe en te retenant. Donc, au niveau de l'équilibre, c'est la mauvaise façon de faire une passe longue. Ou sinon, tu as l'attaquant qui part et tu lui mets quand même le ballon, mais il n'est pas à 100% physiquement. Donc, il ne va pas réussir à faire les quelques mètres de plus qui lui auront permis de prendre le ballon. Donc, je vois effectivement qu'il y a ça. Et pour finir, par rapport à Kimpembe, moi, j'ai qu'une lecture par rapport à ça, c'est que Ramos, il a été recruté pour ça. Et pour l'instant, je pense qu'il n'est pas en mesure de mettre en concurrence, de mettre en difficulté la paire de centraux titulaires. Et donc, il n'est pas en mesure, il n'est pas sur le terrain. Ah non, mais même au-delà de... Parce qu'il aurait pu revenir à un certain moment après sa première blessure qu'il avait du coup contractée avant de venir à Paris. Quand il est venu, il a fait quelques entraînements, il allait presque commencer la compétition. Et là, il y a eu 1 ou 2 matchs où il n'a pas joué et qu'il aurait pu jouer. Non, et c'est là après. Je crois qu'il était. Après, il se reblesse. Enfin, le coach a décidé de ne pas le mettre à ce moment-là parce qu'il n'était pas encore tout à fait prêt. Il va vraiment lui faire une prépa. Ah, voilà. En fait, c'est là où en fait, tu prends exactement ce que je viens de te dire, qu'en fait, Pochettino, il veut pas s'embêter avec Ramos en le mettant dans une rotation. Il veut tout de suite les mettre en concurrence. Il y a deux façons de le voir. Soit tu mets des joueurs en rotation pour ensuite les mettre en concurrence. Sinon, tu peux les mettre en concurrence dans un premier temps pour ensuite faire une rotation. Donc, à mon avis, au lieu de tenter la rotation avec Ramos, Kimpembe, Marquinhos, qui sont 3 bons défenseurs, il veut tenter il veut tenter tout de suite la concurrence. Si ça ne marche pas, il passera sûrement à une défense à 3 si ça ne marche pas. La concurrence. Il y a un cœur sur le mot défense à 3. Voilà, allez, envoie-le, Dreyas. Voilà. Du coup, il peut réagir sur la défense à 3 s'il est partisan ou pas partisan. J'aimerais bien avoir un avis qui prend en compte l'aspect physique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. Et donc, pour moi, quand on n'est pas prêt à jouer à 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Pour moi, au-delà de l'argument physique dans la défense à 3, c'est surtout une problématique d'intelligence de jeu. Parce que quand tu es dans une défense à 3, tu te retrouves inévitablement avec des surnombres offensifs. Et faut être extrêmement vigilant dans ton dos. Faut savoir parfois monter. Ça demande une qualité stratégique de la part des 3 centraux qui est relativement importante. Et il y a un joueur, plus que la forme physique, qui m'inquiéterait par rapport à ça, c'est Kimpembe. Mais si on a Kimpembe qui n'est pas fait pour la défense à 3, on a vraiment 2 pistons qui sont taillés pour. Ils sont vraiment, t'as l'impression que le bon Dieu est arrivé et il a dit « Je vous fais les pistons parfaits, les voilà ». Il s'appelle Hakimi, il s'appelle Nuno Mendes, maintenant démerdez-vous. Non mais ils sont vraiment bien pour ça. Et tu peux complètement imaginer un équilibre d'équipe en passant dans une... Enfin, moi, je ne voudrais pas forcément passer dans une charnière à 3, je voudrais passer dans un système 4-3-3, 3-4-3, 3-4-3 avec ballon, 4-3-3 sans ballon. Parce que, mine de rien, quand tu es avec Marquis qui remonte d'un cran, parce que quand tu es en 4-3-3 sans ballon, tout de suite, le pressing est beaucoup plus simple. Tu arrives à couvrir une beaucoup toute plus la large zone de l'axe. Voilà, y compris avec les ailes. Tu as limite tes latéraux qui peuvent être au niveau du milieu bas et tu as vraiment t'as un pressing. Je vais vous donner ma concept du coup d'une défense. Laisse Pierre Dreyas juste avant. C'est bon, t'as fini. Désolé, je pensais qu'il n'avait pas fini. T'as fini, Dreyas ? C'est bon, vas-y, Braza. Ah, je pensais qu'il avait fini, justement, c'est pour ça. Par rapport à la défense à 3, moi, je vois bien un 3-3-3-1. Pourquoi un 3-3-3-1 ? Parce que dans ce club, en fait, j'ai l'impression que quand tu es défenseur et qu'on te dit, toi, tu ne fais que défendre,
je pense que c'est quelque chose qui est primordial. C'est-à-dire les 3 défenseurs, on leur dit, vous ne faites que défendre. Pour attaquer, on veut de vous les meilleures passes pour les 4 qui attaquent. On a un milieu à 3 avec un seul joueur qui peut monter. Les 3 de derrière, moi, Kimpembe, je ne le vois pas à l'heure actuelle. Et même si je me projette physiquement, je ne vais pas le mettre dans cette défense à 3. Pourquoi ? Parce que pour moi, Kimpembe, il a quelque chose que j'aimerais qu'il gomme réellement. Et ça, c'est quelque chose que je vois chez tous les défenseurs français. La constance dans la concentration des matchs. La constance, parce que la concentration, il l'a. Mais sauf qu'il a des fois je ne sais pas comment on appelle ça, des pertes de connaissances ou des trucs comme ça, qui le fait vraiment, mais vraiment, totalement sortir du match. Ça tient aux croyants en Dieu ou aux pas croyants à la magie pour qu'on ne se prenne pas des buts sur les relances des fois hasardeuses ou des tacles hasardeux ou des tirages de maillot en tant que dernier défenseur, des choses qui peuvent vraiment mettre en difficulté l'équipe. Donc, je ne le mettrai pas. Au niveau des gardiens, je mettrai Donnarumma ou Navas. Ça, je laisse le choix. Défense à 3, tu mettrais ? Ma défense à 3, je mettrai Ramos à droite, Kimpembe dans l'axe, Danilo à gauche. Au milieu de terrain, sur les 3, je mettrai Verratti au milieu. Lui, il peut monter, aider les attaquants. Je mettrai ensuite Gana Gueye, pour moi, dans la récupération. T'as dit Kimpembe dans l'axe, tu voulais dire Marquinhos, non ? Tu sors Marquis de... Non, il voulait dire Marquis plutôt que Kimpembe, je crois, parce qu'il disait qu'il voulait... Marquis dans l'axe. Ouais. Donc tu sautes Kimpembe, tu mets Danilo, Marquis, Ramos, d'accord ? Ramos, sur la ligne défensive à 3. Attends, au milieu, Verratti, Gueye. Ensuite, Paredes, ça serait le mieux, mais Paredes, sur les grands matchs, j'ai des doutes. Donc, je dirais Herrera ou Wijnaldum, selon les 3 qui, physiquement, parce que ça sera un système vraiment physique. Et ensuite, les 3 offensifs, je mettrai Neymar, Di Maria et Messi, avec Messi en 10 de préférence. Et en pointe, je mettrai la petite noisette qui veut nous quitter. Tu sautes Hakimi et Nuno, toi. En fait, tu dessines un pénis. Hein ? Tu dessines un pénis. Tu sautes Hakimi et Nuno, du coup. Tu as une défense à 3. Mais c'est un 3-3-3-1. Et comme je vous ai dit, les défenseurs, ils sont là pour défendre. Et si on veut mettre Nuno sur un match où on pense que voilà, il faut absolument de l'équilibre défensif, on met Nuno et Hakimi à la place de Di Maria et de Herrera ou Paredes. C'est quand même ultra défensif, ta compo, avec 3 DC et 3 milieux bas. Ça fait 6 joueurs qui ne font que défendre et 4 joueurs qui ne font qu'attaquer. Et au final, nos attaquants, ils font que ça, en fait. L'intérêt d'un système à 3, il est tout de même dans le fait de pouvoir renforcer tes ailes avec des pistons hauts et donc d'avoir un surnombre offensif. Si tu commences à avoir un système à 3 avec 6 profils défensifs sur le terrain, je pense que tu tues un petit peu l'intérêt du système. Mais après, moi, je voulais revenir sur un truc, c'est tu mets Danilo en défenseur gauche. Pour moi, Danilo, si tu joues dans moi, le système auquel je pense, c'est un 3-4-3, 4-3-3 hybride avec donc Marquis qui fait le piston et quand en possession, en fait, sans la possession, une fois que les latéraux sont replacés à la hauteur, il remonte d'un cran. Et pour moi, le remplaçant naturel de Marquis dans ce cas-là, c'est Danilo. C'est le seul autre joueur qui, à mes yeux, est vraiment capable de le faire dans l'effectif. Et j'ai vraiment du mal à imaginer Danilo en fait en défenseur gauche pour le coup. C'est un poste qui demande mine de rien pas mal de mobilité parce que dans les situations de contre, tu peux très vite te retrouver avec du 4 contre 4 et il va falloir être capable à la fois de couvrir ton aile et couvrir l'axe avec beaucoup de déplacements et j'ai vraiment du mal à voir Danilo dans ce rôle-là en fait. Et juste pour revenir au 3-3-3-1 de Braza, on n'est pas loin du système de Sampaoli en fait, qui met des ailiers et pas vraiment de pistons. Non, mais en fait, moi pour revenir à ce que dit Drias, je comprends que vous soyez choqué pour Hakimi et Nuno Mendes, mais par rapport aux caractéristiques de nos joueurs, tu as les 3 offensifs et l'attaquant de pointe
ils jouent toujours de toute façon dans l'axe. Et nos pistons, en fait, ils font pas ce qu'ils devraient faire. Un piston, je suis désolé, mais il doit jouer vers l'avant. Nuno Mendes, pour l'instant, il joue qu'en retrait. Hakimi, on le laisse pas monter. Et quand il monte et qu'il fait des appels dans l'intervalle où on doit lui mettre le ballon, on le lui met jamais. Donc, je vais pas mettre des latéraux qu'on va pas utiliser. Je préfère verrouiller. Toi, tu parles par rapport à ce que tu vois dans l'animation. Bah, écoute, et par rapport à ce qu'ils aiment aussi, parce que les joueurs offensifs, ils n'aiment pas aller sur l'aile. On le vend en ce moment. C'est une compo que j'avais pas entendue, qui est assez originale, mais pourquoi pas. Drayas, toi, tu dis que Hakimi et Nuno, pour moi, on les voit pas trop monter parce que justement, ils sont dans une défense à 4 et pas dans une défense à 1. Complètement. Enfin, déjà, ils montent de temps en temps, ils ne vont vraiment pas monter. Hakimi prend pas mal d'espace, c'est vrai qu'il est pas servi. Hakimi, oui. Et Nuno Mendes, il faut comprendre sa manière de jouer. C'est pas un joueur qui prend l'espace. Maintenant, on l'a compris. C'est comme une espèce de rampe de lancement avancé sur la gauche, en fait. De temps en temps, on va prendre l'espace, mais ça va être assez rare. Et c'était quoi la question? Pardon, j'ai perdu le fil. Non, c'était juste. Oui, enfin, pour moi, on a ces deux pistons. Et effectivement, j'entends en fait la remarque de Braza. Et elle est vraie, c'est qu'on a une vraie difficulté à écarter sur les ailes. On ne sait pas l'exploiter. Maintenant, si on a nos ailes qui sont vraiment offensives, qui sont là plus souvent, je pense qu'on aura plus naturellement. Ceci dit, le système de Braza, si Hakimi et Nuno sont absents, peut être une solution. Parce que c'est sûr que je vois pas Dagba et Diallo dans une. Jouer piston. Non, après moi, en fait, par rapport à ce système-là, vous vous posez les questions que là, les ailes sont complètement dénudées. Mais si je mets Gueye dans la perte du milieu de terrain, c'est pour éviter justement que les ailes soient. Eux, en fait, ils sont là pour. Non, mais. En fait, si je comprends, toi, tu veux jouer purement axial, puisque tes trois de devant sont axial, avec ballon et sans ballon, avec les milieux, genre Gueye et Herrera, qui vont couvrir les ailes. Voilà, qui vont couvrir les ailes, tout simplement. C'est juste pour par rapport à ça, mais de toute façon, ça, il ne le fera jamais, étant donné que maintenant, il veut que ces milieux de terrain fassent un surnombre en attaque. Donc, oui, au lieu de faire monter ses latéraux, comme le fait la plupart des entraîneurs, lui, il veut faire monter plutôt ses milieux de terrain parce qu'il estime que ses attaquants et ses milieux de terrain sont assez nombreux pour faire. C'est un peu con d'avoir pris Hakimi et Nuno Mendes si c'est le cas. C'est un peu asymétrique. Quand Hakimi monte, il demande à Nuno d'être un peu plus bas, mais c'est normal, ça. Après, par rapport au compensement, moi, je suis content. Il compense et on l'a vu face à City. Face à City, un peu moins face à Rennes, du coup. Il n'y a pas eu de compensation. Il n'y a pas eu de rééquilibrage au niveau des couloirs, puisque Gueye et Verratti ne revenaient pas systématiquement aider les latéraux. Donc, ouais, on verra bien ce qu'il fait une fois Ramos apte. On va passer au sujet suivant. Je vais l'appeler le sujet Drayas Basto, parce qu'on va parler de Gueye. Drayas, on va parler du renouveau de Gueye. T'en as parlé un peu tout à l'heure après le match contre City. Est-ce que Gueye devient indispensable actuellement? Sur la forme qu'il a montrée, si on oublie le dernier match, oui. Je suis désolé pour Wilj, mais Wilj pour l'instant n'a rien montré. Gueye défend en avançant, a cessé de dézonner en permanence. En plus de ça, cerise sur le gâteau, il est décisif devant. C'est un Gueye, comme on l'avait vu, à de trop peu de reprises au préalable. Et à l'heure actuelle, à l'instant T, oui. Maintenant, c'est Gana Gueye. Il m'a habitué à bien autre chose, donc j'attends encore confirmation, j'attends qu'il le reproduise sur les matchs, qu'il le reproduise sur la durée. Je ne vais pas prendre en compte Rennes, parce que Rennes, c'est Lyon aussi, où il était en difficulté en 4-2-3. D'ailleurs, les deux matchs où il a été en difficulté, c'est un milieu à deux. C'est Lyon, puis Rennes. Ouais. Mais c'est voilà, c'est la Rennes, pour le coup, je ne le prendrai pas en compte dans l'analyse. Lyon, plus, pour le c'est pas le même regard, oui. mais ça demande à être confirmé. Mais pour moi, Gueye, alors que j'ai passé mon temps à le critiquer, il n'est pas loin de gagner une place de titulaire indiscutable, en fait. Braza, moi j'ai posé la question de renouveau parce qu'avec Drayas on avait du mal. Sur Gueye, est-ce que pour toi c'est un renouveau ou une confirmation? Je connais pas trop ton avis sur Gueye avant cette année. Alors, moi, mon avis sur Gueye, elle est un peu nuancée dans la mesure où je vais encore une fois partir dans un postulat de coaching. Gueye, pour moi, c'est au milieu de terrain, la première chose, on doit déjà avoir un Verratti constant, ce qu'on n'a pas. Donc, en fait, là, on est
on est un club demi-finaliste et demi-finaliste d'une Ligue des Champions et on n'a même pas un gars sûr, comme dirait-on à Paris, dans le milieu. Donc, c'est inquiétant. J'ai pris le top 8 et ils ont tous au moins, hein, je dis au moins, mais en fait, ils ont au moins une paire de milieu de terrain indiscutable, on sait qu'on les met. Voilà, fiable et constant au niveau des performances et au niveau de leur apport à l'équipe. Chez nous, on sait tous de quoi est capable Marco. Il revient après 3 semaines avec 2 entraînements et il fait 70 minutes face à l'équipe la plus collective d'Europe. Donc, ça montre son potentiel. Sauf que le gars, il va jouer face à Rennes, il va retourner en sélection, il va revenir avec un bobo et on va entendre qu'il n'était pas là. Ça va être le sujet suivant. Le milieu en général, là, c'est sur Gay. Là, c'est Gay. Et du coup, pour venir plus précisément à Gay, je faisais l'entonnoir, pour venir plus précisément à Gay, par rapport à Verratti, du coup, j'attends qu'il montre plus. Pourquoi j'attends qu'il montre plus? Parce que pour l'instant, on a un Gay qui est bon à la récupération, qui harcèle les défenseurs et qui marque des buts. Sauf que moi, j'ai envie d'un Gay qui aussi prenne les responsabilités au milieu lorsqu'il n'y a pas Verratti, puisque il veut devenir le numéro 2. Est-ce qu'il en est capable? C'est là, moi, je pense qu'il en est capable parce qu'on a vu plein de joueurs qui étaient dans des clubs moyens ou intermédiaires, top 8 de Première Ligue, et ensuite qui ont explosé dans des clubs du top 4 européen. Je vais vous donner de changer de rôle, de prendre des responsabilités. Oui, ils l'ont fait. Je vais te donner un exemple. Après, c'est vrai que là, c'est... Il n'y a que Kanté qui est comme ça. Mais non, je te parle au niveau du profil. Je finis juste. Il n'y a que Kanté qui, alors qu'il a changé de club, qu'il est passé dans les grands clubs, a changé de registre. Et encore, il a fini par changer de registre. C'était sa 3e année. C'est sa 3e année à Chelsea pendant 2 ans. C'est clairement un milieu bas, etc. Et c'est à sa 3e année Chelsea. Et je crois que c'est le seul exemple de milieu de contrôle qui a arrêté d'être un milieu de contrôle. Casemiro, il était de contrôle à Porto, il reste de contrôle. Voilà, il reste de contrôle en fait. Ça ne devient pas des milieux de transition comme les Kanté aujourd'hui, alors que Kanté, quand il débarque à Chelsea, c'est vraiment un milieu de contrôle. C'est le seul exemple qui va dans ce sens-là. Après, moi c'est pas tant. Je suis d'accord avec vous déjà premièrement, et c'est pas tant dans le sens de changement par rapport à ce qu'il fait. Ça m'irait très bien. C'est de leadership que tu parles. Voilà, je parle juste de leadership. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'il fasse des 7, 8, 9, 10 récupérations par match avec 1 ou 2, voire 3 passes quasi décisif, parce que pour qu'il soit décisif, il faut que l'attaquant débarque. Donc, je ne demande même pas qu'il soit décisif, mais qu'il soit quasi décisif ou un but dans un match. Et là, sur le leadership, je vais vous donner d'autres exemples que Kanté. On a par exemple Modric, quand il part de Tottenham pour aller au Real. Ça reste un créateur. Il n'a pas changé de rôle. Ah non, mais justement, c'est parce que moi, je ne vous parle pas de rôle, je vous parle juste de leadership, d'accepter le fait que quand Verratti n'est pas là et que... je comprends ce que tu veux dire. Quand il prend Modric, c'est pas un leadership, c'est juste un leadership de terrain. Et en fond, c'est un leadership qu'il avait déjà dans le club qu'il avait avant. C'est juste qu'il l'a fait à une autre échelle. Après, à Tottenham, il est 10 et il s'est mis à défendre plus comme un 8 au Real, donc il est un peu amélioré là-dessus son jeu défensif. Mais toi, t'attends quand Verratti est pas là. Enfin, t'attends que Gay avec ballon prenne plus de responsabilités, en gros, quand Verratti n'est pas là. Voilà, c'est même pas quand Verratti n'est pas là. Parce qu'il y a des fois, Verratti, il est là, mais il n'y arrive pas, Verratti, parce qu'il est bien pris. Parce que ça arrive quand j'entends Genesio qui dit garde l'œil sur Verratti, va sur Verratti, ne le lâche pas. C'est que lui, il sait que si on nous bloque Verratti, on passe à un match compliqué. Et les clubs, maintenant, ils voient les matchs. Et donc, du coup, quand Verratti il est là, il peut aussi bien être pris. Donc, j'ai besoin que, comme je vous ai dit, dans tous les autres grands clubs du top 8 européen, il y a une paire de milieux de terrain. Donc, Gay, il doit prouver si, justement, là, je rejoins Andreas, s'il est capable de former cette paire avec un Verratti qui est là ou pas là. Si Verratti n'est pas là, qu'il le prenne, parce que Wijnaldum, il a été recruté
pour à terme compenser les absences de Verratti. À terme, je dis. C'est vraiment pas le même rôle. C'est plus proche du rôle. Enfin, ouais, non, c'est un rôle qu'on n'a pas tout court en fait. Ouais, c'est vraiment pas le même rôle. En fait, lui, son avantage, il peut monter le ballon en fait. Il peut remonter le ballon comme le. Ouais. Après, il ne prendra pas autant de risques que Verratti. C'est plus un box-to-box, Wijnaldum, mais Verratti est plus un créateur médian, on va dire. Ouais. Dreas, tu dis qu'il attend trop de Gay, du coup. Ouais, t'attends trop de Gay. Si t'attends de Gay qui enfin, l'exemple que t'as donné, c'est Modric. C'est t'attendre trop de Gay. Gay n'aura jamais le profil créateur pur. Gay, de temps en temps, fait des passes, mais il n'aura jamais les externes en passe en première intention, comme peuvent l'avoir. C'est pas un soyeux avec le ballon, Gay. Ça, c'est pas dans sa nature. Et après, il peut atteindre un très bon niveau avec un petit côté box-to-box, mais c'est surtout la dimension de défendre en avançant, être capable de se projeter dans l'axe et apporter le surnombre. Et de temps en temps délivrer une bonne passe. Mais si on attend de Gay qu'il soit le créateur milieu de terrain du PSG... Non, je ne demande pas qu'il soit... c'est pas dans ses qualités. Je comprends ce que veut dire Braza dans le sens où on n'a pas dans l'effectif, si on regarde au milieu, on n'a pas vraiment de référence hors Verratti. Et quand il n'est pas là, il attend qu'il y en ait un qui prenne le rôle de leader. Après, moi, je vais vous donner juste un exemple concret en posant une question du coup à Andreas et aussi à toi, Basto. Est-ce que vous pensez que Gay est capable d'atteindre le niveau de Blaise Matuidi au PSG? Je parle qu'au PSG. On va pas. Attention. Parce qu'en gros, pour grosso modo, c'est ce que je lui demande en fait. Parce que Blaise, il était là même quand Verratti n'était pas là. Il y avait Mota ou des fois même Mota n'était pas là. Verratti était souvent là à l'époque. Hein. Non, mais oui, quand il était absent, c'est-à-dire que Matuidi était assez constant, du moins dans les premières années. Après, c'est vrai que nous on a un avis, Dreas et moi, sur Matuidi qui est différent, un peu mitigé. De toute façon, on n'était pas des grands fans de Matuidi, même si on lui reconnaît. C'est un mec qui dézonnait trop et justement, moi, quand Gana Gueye, et d'ailleurs quand il le fait, c'est du sous Matuidi parce que c'est vrai que Matuidi le faisait à un plus haut niveau. Il combine mieux sur le côté. Voilà, mais quand Gana Gueye commence à se balader un petit peu partout sur le terrain, à droite, à gauche, devant, derrière, et qui commence à pour moi, il fait du sous Matuidi et c'est justement quand il fait ça que je ne l'aime pas. Moi, ce que j'aime quand Gana Gueye, c'est quand il est axial et quand il est axial surtout. Il reste dans sa zone et il sait se projeter. Alors que Matuidi, c'est vrai qu'il des fois, il était plutôt à camper très loin devant et il faisait des retours. C'est vraiment du dézonage et il pouvait être sur les deux côtés, etc. Et Gana Gueye, il peut aussi le faire, mais c'est le genre de moment où Gana Gueye, pour moi, se perd complètement parce que du coup, il court après. Après, au-delà du style, est-ce que Gueye peut atteindre un niveau de constance de Matuidi dans un autre style? Peut-être, à voir. Pour l'instant, pour moi, il a fait deux bons matchs. Lui, à titre individuel, le Real, c'était un match référence. Lui, il a eu son match référence et il a fait un bon match avant. Maintenant, pour moi, au niveau comptable, il est à 2 matchs exceptionnels pour l'instant depuis le début de la saison, 2 très bons matchs. Il va falloir qu'il y en ait plus pour que je sois rassuré sur le joueur. Moi, j'ai promis un truc tout à l'heure sur un groupe qu'on a. Je dis que si j'étais des balles sèches, je ferais une photo de moi avec un maillot gay, tu vois. Donc... maintenant... Ça va te coûter cher. Non, je ne le paye pas. Je le prête. Ou alors, je fais un flocage sur un vieux maillot. Je rajoute un vieux gay au crayon papier, ou pas au crayon papier, au marqueur, et je le porte. Faut pas me demander trop. Hein. Le mec, il paye 100 balles pour pouvoir être réadmis sur CS. Quoi. Question subsidiaire sur le milieu. Est-ce que si on joue à 3, le trio Verratti, Gay, Herrera est maintenant trouvé, ou ça va dépendre du contexte des matchs et des adversaires Dreas? Ça va surtout dépendre, est-ce que Wilsh va retrouver un bon niveau. Si Wilsh ne retrouve pas un bon niveau, alors après, il y a aussi la problématique Paredes. Est-ce que Paredes et tout ça? Mais si Wilsh ne trouve pas un bon niveau, oui, c'est le milieu. Même contre des équipes qui s'imposent. En Ligue 1, on doit être dominant? En soi, si tu arrives à faire jouer cette équipe avec de la possession, avec un allant vers l'avant, etc. Oui, en soi, oui, même contre des équipes comme ça, parce que tu seras plus efficace. Après, ça dépend. Pour faire ça, il faut vraiment jouer en 4-3-3. Et si c'est le choix qu'on fait... Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est si on joue en 4-3-3, voilà. Est-ce que c'est... Si c'est le choix qu'on fait à l'heure actuelle, avec le Will Geoffrey qu'on a, oui, c'est là. Mais je vois pas d'autre choix, en fait. Braza, tu partages cet avis? Moi, en fait, pas du tout. Explique-toi.
Pas du tout, parce que avec ce qui vient d'arriver avec Monsieur Noisette, je me dis, j'en ai marre en fait des joueurs qu'on attend depuis des années qui prouvent. Et par rapport à ce qui arrive, moi j'irai dès le mois de décembre aller prendre un Chouameni. Ah oui, toi tu veux carrément. Non, mais oui, mais là, Non, mais on si, parle- à on effectif parle- actuel. Ah non, non, mais dès décembre, les gars, moi je regarde Je même te pas. parle pas au mois de Laisse-moi, novembre. laisse-moi Au mois de le- novembre. Je te parle pas dans un moyen terme ou long terme, évidemment, si on peut recruter des milieux, on devrait le faire. C'est à effectif actuel, s'il bouge pas, est-ce que tu penses que ce trio-là, dans un 4-3-3, est le milieu maintenant installé? Non, moi je mettrais plutôt Gay et Verratti et Wijnaldum. Ok. Forcer sur ce milieu et forcer, hein, je dis bien forcer, parce qu'en fait c'est un milieu qui te permet avec Wijnaldum et Verratti, qui te permet quand tu perds le ballon, tu peux directement harceler l'adversaire à quasi 5. Donc en fait tu leur bloques toute leur première ligne de passe. Moi, j'ai bien envie de voir. C'était le milieu que je voulais en début de saison. J'ai bien envie de le voir. C'est sur certains matchs, Verratti, Herrera, Wijnaldum aussi. Si Wijnaldum revient en forme, ça peut être intéressant dans certains Ouais, contextes. moi aussi, j'ai envie de le voir. Mais En vrai, j'ai envie de passer un vrai coup de gueule. Sujet ou sur autre chose? Non, sur ce sujet, c'est rare, mais sur ce même sujet. Moi, mon coup de gueule, il va sur les supporters qui ne sont pas contents qu'on ait ces milieux-là. Parce que pour moi, si ces milieux-là sont à 100% et veulent se donner pour le collectif, alors on a le profil de milieu pour tous les matchs. Mais C'est vrai qu'on a énormément de profils différents. Il manque peut-être juste un autre créateur quand Verratti est absent ou même pour l'assister. Mais sinon, pour moi, Wijnaldum l'est. Pour moi, Wijnaldum l'est, créateur, parce qu'il joue 10, mais pour l'instant, il a pas. il joue 10 aux Pays-Bas. Oui, Wijnaldum est un adjoint, pourrait être un adjoint technique de Verratti, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs profils différents et j'en parlais dans un space avec vous, c'est que c'est un peu et une qualité et un défaut, c'est d'avoir autant de profils différents. Donc dès qu'il y a un ou deux absents, ça va changer la manière de jouer dans ce milieu-là, quoi, puisque les doublures sont complètement différentes des titulaires. Mais ça force aussi. Et en tant que. Je suis sûr que ta vision sur le défaut, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas à 100%. Donc, tu ne vois pas que vraiment. Parce que je pense que s'ils sont à 100%, et Pochettino qui les voit à l'entraînement plus que nous, je pense que si dans un match, par rapport à l'adversaire, il sait que si Paredes est à 100% et qu'il le met pour ses passes dans l'intervalle longue, on va le voir tout de suite que c'était un bon choix. Mais le problème, c'est que quand il va faire ça, Paredes ne sera pas en 100%. Donc nous, on va se demander, mais pourquoi il a mis Paredes alors que Herrera est super en forme et inversement, le match où il va mettre Herrera par rapport au contrôle de la largeur d'un milieu de terrain, parce qu'il est fort là-dessus, Herrera, si Herrera est à 100%, on va voir tout de suite que l'abattage physique dans la récupération, comme il l'a fait face à Manchester, il a été le 3e joueur, je crois, ou le 4e à avoir fait le plus de récupération. Herrera, c'est le 3e en récup et le 1er en kilomètres parcourus. Voilà, donc c'est parce qu'il a su qu'il est à 100%, il a su qu'il pouvait bloquer son côté de couloir. Et il l'a mis et ça a apporté. Pareil pour Yei. Mais si ces joueurs-là. Ouais, t'as raison, dans le sens où Pocket insiste depuis le début de saison en conf à chaque fois en disant Gay et Herrera ont fait toute la prépa, c'est 2 joueurs en forme, et on le voit parce qu'ils sont capables de marquer des buts. Donc il insiste sur le fait qu'ils aient fait toute la prépa et donc pour le moment ils enchaînent. Voilà, le match face à Rennes, c'était un match pour Paredes, mais il n'est pas à 100%, donc on ne peut pas lui en vouloir, quoi. On va passer à un autre sujet maintenant. Sa femme n'est pas d'accord. Neymar. Qu'est-ce qui se passe? Neymar. Au-delà du fait qu'il ne marque plus, je rappelle, un but hors penalty sur les 22 derniers matchs, mais au-delà de ça, est-ce que vous voyez d'autres motifs d'inquiétude? Est-ce que vous pensez que le Neymar qu'on a eu période Barça et premier mois à Paris est fini? Est-ce que vous pensez qu'il peut trouver un autre rôle et être un grand joueur comme on est censé l'avoir acheté? Ou est-ce que vous avez des gros doutes, Darius, ton avis sur Neymar? Tu le défendais au dernier podcast. Ouais, je commence à être préoccupé. Les gens qui essaient de nous faire croire qu'il a maigri, ce n'est pas vrai. Il suffit de voir son visage qui fait très certainement 1,2 fois la taille du visage avant. Pareil pour le cou. Quand il enlève son t-shirt, effectivement, on voit les plaquettes de chocolat, mais elles sont enrobées.
Donc il n'a pas perdu sous son C'est poids. du chocolat fourré. C'est paradoxalement, c'est la source d'espoir et justement l'inquiétude. Et est-ce qu'il aura, une fois qu'il aura perdu tout son poids, est-ce qu'il aura retrouvé son poids de forme? Est-ce qu'il va retrouver son accélération? Parce que là, ça fait un mois qu'il est là et l'accélération. Est-ce que c'est il a pas toujours devenu pas, sa quoi. nouvelle masse musculaire, quoi, de cette... C'est possible, c'est impossible à dire. Ce qui est préoccupant, c'est qu'en un mois, il a toujours pas retrouvé ses accélérations et ses dribbles sont bons, mais ses dribbles ont besoin de l'accélération et du coup, ses dribbles sans accélération servent à rien. Et le pauvre joueur, c'est ce qu'on disait l'autre soir, c'est qu'avant, il était tiltant dans son investissement, à tout le temps faire les mauvais choix, à tout le temps s'enferrer dans les mauvais choix. Là, aujourd'hui, il est enthousiasmant par son investissement, notamment son travail défensif. Avant, il ne faisait que quelques matchs. Là, il le fait à tous les matchs. Tu sens qu'il en veut, tu sens qu'il essaye, tu sens que tout, il est parfait. Mais techniquement, ça ne va pas du tout. Et ouais, c'est très préoccupant. Ouais. Neymar, c'est préoccupant. Braza, est-ce que ça te préoccupe aussi l'état de forme de Neymar? Surtout 4 ans. Oui et non, pas du tout. En fait, c'est clairement non, pas du tout. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Et là, par rapport à ce que vous dites, moi, il y a quelque chose que j'ai accepté chez Neymar. C'est qu'il est vexé. Il est vexé par la perte de la Ligue des Champions et surtout qu'un Marseillais qui ne l'a jamais gagné le vexe par tuteur en le chambrant. Pour moi, il ne l'a jamais accepté. Neymar sur ce genre de choses. Il est joueur, mais il chambre, mais quand il est chambré, c'est vrai que ça le prend dans son ego. Ah non, ça le prend dans son ego et il répond positivement. Hein. Je veux pas dire quelque chose d'énervant, mais lorsqu'il faut répondre, il répond. Donc moi, je pense que oui, il n'est pas prêt physiquement et que contrairement aux saisons précédentes, là, il se donne le temps de monter en puissance. Il se donne le temps. Et il fait en se donnant le temps, il fait l'essentiel. C'est-à-dire, il travaille pour l'équipe. Il sait que pour l'instant, il ne peut pas prendre le jeu à son compte. Il a Messi aussi qui peut le faire. Donc, il se dit, il le partage avec Messi, il n'y a pas de souci. On gagne. On n'est pas dans une situation complexe en Ligue des Champions. En Ligue 1, on peut quand même viser la 50aine de points au match aller. Donc, il n'y a pas le feu. Et je pense que moi, c'est au mois de février que j'attends. Parce que par rapport à ce que vous dites aujourd'hui, c'est vrai. Mais je préfère que ça soit à lui de s'excuser en fin de saison avec une demi ou une finale en disant oui, j'étais pas prêt en début de saison comme vous l'avez vu, plutôt que moi qui ai à m'excuser en fin de saison. Ouais, je suis tombé sur Neymar au mois d'octobre, au mois de novembre Braza, il me fait mentir. On a le même constat, sauf que toi tu as l'espoir qu'il retrouve son niveau physique qui lui permette de retrouver son éclat dans le jeu, alors que Drayas a plus de doutes sur le fait qu'il puisse retrouver disons que non, toi, tu as beaucoup de doutes. Moi, je commence à sérieusement me poser la question. Je suis pas tout à fait au même niveau que toi. Il y a une vidéo, il y a une vidéo compilation aujourd'hui qui est sortie de son année 2017. Oui, je l'ai vu quand il est arrivé, oui. Et moi, pour répondre à Drayas... Attends, laisse Drayas n'avait pas fini. Drayas, il n'a pas fini, ok. Non, Drayas, vas-y, je t'ai coupé. Et donc, je me pose vraiment sérieusement la question. Et comme toi, Braza, j'attends, je vais attendre. Je suis pas en train de le juger, je suis pas en train d'arrêter le jugement. Je vais attendre effectivement, comme tu le dis, le mois de février. Maintenant, j'ai 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que si ça le fait pas, il a un contrat de 4 ans et un contrat qui grève le budget s'il n'est pas à son niveau. Et la deuxième remarque, c'est que contre Rennes, le Neymar de Messi, il s'appelait Di Maria. Oui, malheureusement. Par rapport à ce que tu dis, moi, je suis entièrement contre ce que tu dis dans la mesure où il a un contrat de 4 ans, mais il fait des pieds et des mains pour que Messi signe. Et Messi a un contrat de 2 ans. Ça n'a rien à voir. Non, mais mais si tu veux, depuis tout à l'heure, j'ai loué son investissement. C'est pas le souci, c'est pas la question. Est-ce que le niveau physique de Neymar à l'heure actuelle vous inquiète? Toi, tu as dit non. Basto dit. Moi, je dis il limite oui. Et moi, je dis, je commence à me poser la question et j'espère qu'il va vite se réveiller. C'est juste ça. Alors, je suis vraiment, mais complètement désolé.
Parce que du coup, je réponds même pas à la question. À l'état actuel, oui, son état physique est préoccupant, mais les résultats font qu'on ne s'inquiète pas. Et c'est bien là l'essentiel. Voilà, on Tout à espère, fait, comme tu dis, entendu. qu'il retrouvera. Et voilà, et je pense que J'espère que comme tu veux. toute Ouais, l'équipe- j'espère vraiment que Braza Non, va mais comme toute l'équipe, hein, parce que si l'équipe ne monte pas en puissance, notre saison va tourner court, les gars. Donc, Après, moi, il y a juste un petit truc qui me gêne, c'est que certains vont surdéfendre Neymar en disant justement, oh, mais regarde tous ses efforts défensifs. Et je trouve que c'est un peu rabaisser ce joueur à un rôle d'adjoint, de lieutenant, alors que c'est un joueur dont on doit louer autre chose. Quand il sera au niveau, ça sera lié à sa créativité, son truc. Et je trouve que c'est un peu sous-coté ce joueur de le défendre juste pour son activité défense. Moi, contrairement par rapport au match de Rennes, en fait, il y a des choses qui m'ont frappé. Le ballon qui marque pas face à Rennes, alors Ouais, qu'il aussi, avait Mbappé au deuxième poteau. Ouais, voilà. Ces ballons-là, il les met tout le temps à Mbappé. Et une passe énorme et il y a but. Donc je pense que malgré tout, la brouille entre eux, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je les enfermerai dans une pièce méthode à l'ancienne. Vous vous tapez dessus, vous faites ce que vous voulez. Mais tant que ce n'est pas réglé, vous ne sortez c'est pas. un truc débat dont on a parlé au dernier podcast, mais justement, l'entente Mbappé-Neymar. les chiffres me donnent raison pour le coup. Mais oui, mais surtout qu'avec ce que dit Mbappé aujourd'hui. Parce que là, avec ce que dit Mbappé aujourd'hui, moi, je les mettrais dans une pièce. Il y en a un qui va rester au bout de la saison, l'autre qui ne restera pas probablement au vu de ce qui se passe. Et donc, moi, par rapport à ça, je les mettrais dans une pièce. Vous réglez vos comptes et ensuite vous sortez. En fait, vous jouez. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a eu ce débat au dernier podcast sur l'entente Neymar-Mbappé et Dreyas ne partageait pas. Juste, si tu dis juste que ça te donne raison. Moi, d'abord, je tiens à dire, c'est que si dans cette pièce, si finalement il y en a un qui meurt, je préfère que ce soit Neymar qui meurt. Parce que Mbappé, a priori, il part et du coup, on n'aura pas son contrat à payer, ce serait plus rentable. T'as pas envie de savoir. Alors que si c'est Mbappé qui meurt, c'est plus compliqué parce que si Neymar revient pas au niveau, donc je préfère que le meurtre, voilà. Oui, mais sur le sujet, c'est juste que moi, j'étais en train de dire effectivement, et ça se traduit au niveau statistique, il y avait très très peu de passes vers Mbappé. Et que ce soit de Messi ou de Neymar, et notamment Basto et l'autre intervenant disait qu'il pensait que ça allait se confirmer dans la durée. Et moi, je disais qu'il y avait un léger mieux à chaque match et que j'avais bon espoir. Et en l'occurrence, notamment d'un point de vue statistique, les faits m'ont donné raison. Alors oui, dans les échanges de passes, mais dans les moments clés où ils peuvent se trouver, c'est encore ça. Le souci, c'est que Neymar, il n'est plus jamais dans les moments clés où il peut trouver quelqu'un. Donc si tu veux, ça fausse le débat. Mais notamment entre Messi et Mbappé, des passes dans les moments clés, il y en a eu pas mal à City, il y en a eu pas mal à Rennes. Et alors qu'avant, il n'y en avait pas. C'est juste une question avec les trois. Voilà. Et Neymar, la problématique de Neymar, c'est qu'effectivement, il ne fait pas de passe dans les zones clés, mais il n'en fait pas non plus à Messi. Il en fait à personne. Il perd la balle dans les zones clés, Neymar. On verra ce qui se passe. On va passer au dernier. Rapidement pour terminer par rapport à Dreyas. Dreyas, t'inquiète pas par rapport au contrat de Neymar, on le paye 70 millions d'euros bruts, mais il nous rapporte plus d'1 milliard par saison. Donc, t'inquiète pas. Oui, économiquement, mais sportivement. Et puis, s'il est blessé, il y a la sécurité sociale en France. Ouais, mais il nous rapporte beaucoup, même à la sécu, rien qu'avec ses impôts. Par rapport à ce qu'on essaye de dire, le Qatar. La sécurité sociale française. Le Qatar met beaucoup en France là-dessus. On peut leur taper dessus. Ils compensent largement ce que nous fait notre président. Bref, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Bon, on va passer au sujet un peu brûlant du jour, c'est les interviews à venir d'Mbappé, dont certaines phrases sont sorties. Donc Mbappé dit qu'il avait prévenu le club fin juillet de sa volonté de partir, et donc que le club avait le temps de se retourner pour compenser son départ, et donc en gros que maintenant, s'il part libre, il ne trahit pas sa promesse de partir sans vente. Et puis il parle aussi de Nasser, et il dit qu'il n'a pas goûté ou avalé les propos de Nasser sur le petit coup de pression de Nasser sur le fait qu'Mbappé devait prolonger. Dreyas, t'en penses quoi du timing de ces déclarations, des propos dans le fond, et est-ce que ça va poser problème pour l'équipe et pour Mbappé lui-même d'ailleurs? Alors là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, c'est un sujet le timing est complètement fort.
Le timing est complètement foireux. Il le fait pile à un moment où il ne peut pas se racheter 2 jours après en étant bon dans un match. Il va partir en équipe de France pendant 2 semaines. Il va laisser la rancœur monter. Il le fait au milieu de la campagne européenne, à une période en plus où l'équipe est encore en train de se chercher collectivement. Le timing est dégueulasse. Maintenant, bon, ça c'est voilà. Sur le fond, c'est peut-être que lui a dit qu'il voulait partir fin juillet, mais le Paris Saint-Germain a reçu une offre pour Mbappé 1 semaine avant la fin du mercato. Donc on peut, quand il va dire que lui, il a reçu ça fin juillet et que du coup, ça le dédouane par rapport à sa responsabilité de ne pas partir libre, ça serait vrai cet argument si l'offre du club qui voulait l'acquérir serait venue exactement au même moment. Parce que sinon, c'est juste un argument dans le vent, juste pour se dédouaner, mais au fond, il n'assume pas sa part de responsabilité dans le fait que. Parce qu'il ne faut pas être naïf, hein, le Real et Mbappé, le camp Mbappé se parlaient, et donc du timing dans tout ça. Et c'est juste une manière de se dédouaner dans sa responsabilité de vouloir partir. Après, il ne faut pas être naïf. Le PSG s'attendait aussi à qu'il y ait une offre oui, à la bien fin, sûr, aurait pu bien se sûr, retourner. bien sûr. Mais il veut partir libre. Ils ont mis une stratégie en place pour qu'il apparaisse pas comme le grand Le gros méchant salaud de par rapport à ses l'affaire. déclats d'avant. Ça correspond à 10 000 déclarations. Celle-là va dans la continuité de ça. Maintenant, moi, la seule chose que j'en dis, c'est qu'il soit bon sur le terrain, parce qu'en ce moment, il n'est pas très bon sur le terrain en plus, qu'il soit bon sur le terrain. Fait le taf. Oui. Non, mais là, contre Oui, Rennes, et puis d'une manière générale, même s'il fait le taf, il est moins décisif. Il a marqué beaucoup de buts en début de saison. Ça s'est clairement calmé pour l'instant. Beaucoup de passes D, par contre. Quelques passes D après, 3. On attend de lui qu'il soit bon sur le terrain, fais ta saison et part, parce que clairement, tu avais décidé de partir avant. Arrête avec cette communication pour tout le temps passer pour le gentil, parce qu'il est un petit peu fatigant avec ça à la longue. Braza, est-ce que tu partages cet avis de Drayas? Moi, je voulais carrément te laisser parler avant parce que j'allais prendre du temps. Et du coup, pour être sûr de ne pas couper la parole, je voulais carrément t'entendre toi aussi. Moi, j'ai défendu la position d'Mbappé cet été à partir du moment où je pense qu'un joueur en fin de contrat a le droit de vouloir partir en fin de contrat et que je pense que Paris, si il pouvait s'attendre à cette offre, aurait eu le temps de se retourner si vraiment Paris voulait le vendre. Et je pense que Paris, finalement, voulait aussi le garder quitte à ce qu'il part libre. Plutôt que le vendre cet été. Ouais, mais la communication, pour le coup, elle est dégueulasse. En fait, je disais c'est juste se déresponsabiliser. Cet été, je disais qu'il n'avait pas de communication dans le sens où s'il l'ouvrait, il se serait fait traiter par les supporters, mais du coup, ça ne marche plus parce que je pensais qu'il l'ouvrirait qu'en partant. Le fait qu'il le fasse maintenant dans un timing absolument dégueulasse, comme tu l'as dit, Drayas, là, par contre, ça me pose problème, son intervention du jour. Cet été, ça me posait moins de problèmes. Là par contre, il n'avait pas à faire cette interview-là à ce moment-là. Ouais, voilà, ça c'est mon avis. Il se fait vraiment passer pour la victime à chaque fois. Mais ça, qu'il le fasse quand il s'était parti en fin de saison, ça même en soi, il n'a pas besoin de se faire passer pour la victime. À chaque fois, il veut avoir le bon rôle. C'est un peu fatigant. Oui, c'est le gentil, je suis le machin. Voilà, ça, c'est sûr. Je suis la victime, c'est bon. Voilà, donc là, je commence à te rejoindre à ce que je disais dans le podcast cet été. Voilà mon avis, Braza, à toi. On coupe le coup de gueule. Braza ? Oui, vous m'entendez? Voilà. Oui, moi je vous entends et vous? Oui, c'est bon, vas-y. Mais parle, vas-y. D'accord. Alors, moi je vais lancer un coup de gueule. Premièrement, sur le fait que Paris voulait le garder. Paris voulait le garder. Oui, Paris voulait le garder parce que, premièrement, ce jeune homme, apparemment, lui-même ne connaît pas sa valeur. Son potentiel à lui, il doit partir plus cher que Neymar. Ok, on s'est résigné au fait qu'il parte, ok, mais qu'il parte en prix Covid, même moi, mes chaussures, je ne les solderai pas en temps de Covid parce que je sais que l'économie est frappée. Et lui, pendant que l'économie est frappée, il veut partir. Sur le plan du timing, pour moi, le timing, il est dégueulasse. Le timing j'ai dit au club au mois de juillet que je voulais partir. On pouvait se retourner, vous dites, mais on pouvait se retourner pour Haaland. Le Borussia a refusé qu'il ne partirait pas cette saison, quel que soit le prix. Chelsea a même mis 150 millions qui ont été refusés. Pour Salah, il était d'accord pour venir apparemment selon Gilles Favard, un petit clin d'œil, mais quitte de Liverpool fin août. Est-ce que Liverpool acceptera de laisser partir son joueur fin août, sachant que le Real a fait l'offre fin août? Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis d'accord bien avant, quand on regarde
la communication de sa mère, la communication de son avocate, de ses amis dans les médias. Ils se sont bien mis avant, ils se sont bien accordés avec le Real. Sur le plan personnel de Mbappé, moi je sais qu'il peut nous faire gagner des matchs, il peut nous faire gagner la Champions League, qu'il l'essaye, qu'il le fasse. S'il réussit, tant mieux. Je me souviendrai juste qu'il était parmi l'équipe qui l'a gagné, mais pas plus. Pour moi, Marquinhos, par exemple, ça sera une légende après une finale gagnée par rapport au respect qu'il a donné. Sur le plan du club, moi je pense que le club, il l'a su bien avant, depuis que Leonardo a laissé la discussion à Nasser, il le savait qu'il voulait partir. Sauf que moi je comprends la position du club. Le gars, il vaut 250 millions d'euros. Il est français. Il représente l'avenir. Des sponsors comme Jordan, comme Nike, comme Hublot, comme Dior, ils ont tous signé parce qu'il y avait un Français, beau gosse, qui est connu, beau gosse, ça dépend des personnes bien évidemment, qui est dans le club et qu'on peut construire encore 3-4 ans de plus que lui. Ça fait que 7 ans dans un club. Il irait au Real à 25 ans. Il peut encore faire 7 ans au Real, 10 ans au Real s'il en a envie. Mais le gamin, il n'a plus envie. Donc moi, je vais rentrer, je vais finir sur le plan des supporters. Moi, comme je l'ai dit aujourd'hui, le gars, je ne le supporte plus, mais je l'encouragerai parce que je supporte le Paris Saint-Germain. Je suis amoureux du PSG, donc je l'encouragerai tant qu'il sera dans l'effectif. Mais en dehors du terrain, s'il fait des conneries, je lui tomberai dessus parce que je sais qu'il ne se voit pas dans le futur avec nous. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu l'encourageais parce que j'ai vu beaucoup de messages maintenant de supporters parisiens qui disent il faut l'écarter de toute la saison, le mettre sur le banc. De toute façon, sportivement, c'est pas un œuf. Icardi, il est meilleur. On est dans une surenchère comme ça maintenant. De toute façon, on n'a pas besoin d'Mbappé, il faut le mettre sur le banc. Est-ce que c'est pas un peu débile et productif pour le club Drayas Alors, ou Braza, oui, vas-y, réponds parce que c'est ça. Donc toi, tu dis il faut continuer à l'utiliser, puis il partira, on le regrettera pas en gros. Braza. Oui, moi, par rapport à ça, en fait, j'ai surtout peur d'autre chose qu'il a fait, mais je ne pourrais pas dire comment il va répondre. C'est que dire que les propos de son président, il les a mal avalés, ça, j'en suis absolument certain. Les Qataris sont des gens très bien éduqués, mais quand tu les prends pour des jambons, ils te le font payer. Et je pense que Mbappé va le faire payer. Ils vont le faire payer. Mais ce dont je suis certain, c'est que contrairement à ce que veulent dire ou faire croire les médias, ça ne sera pas au détriment du PSG ni du sportif. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont gardé. Donc nous, soyons mesurés sur ce qui se passe. Le club savait exactement, moi je pense que le club savait que Kylian allait les prendre pour des jambons et qu'il allait faire cette déclaration. Et je pense que le fait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un insider ou un journaliste qui avait écrit que sa mère avait fait le tour des médias pour les sonder et tout ça et tout ça. Mbappé est très bien placé de toute façon au niveau des médias, ça c'est sûr. Je pense qu'il l'avait fait exactement. Je pense qu'il l'avait fait pour justement se donner conscience tranquille de partir gratuit. Là où moi, je le dis sincèrement, s'il part gratuitement, pour moi, le club et QSI auraient tout réussi. Parce que à partir de ce moment-là, lorsqu'il sera plus joueur du Paris Saint-Germain, je demanderai à ses parents qui l'ont mis au monde s'ils se sentent français, en mettant un coup de poignard à la France, en envoyant leurs gamins aller faire gagner un pays qui a plus de 18 Ligues des Champions. C'est Kylian. Non, mais après, qu'ils se considèrent comme français. On va te faire vomir. Il y a Zemmour en ce moment dans un débat avec Humphrey. Dès qu'on prononce le mot Zemmour, il envoie des émoticônes vomi. Bref, du coup, voilà, je poserai cette question à ses parents parce que le rêve, tout ça, je suis sûr que si Kylian appelle Pérez demain et il lui dit « Ok, j'ai envie de venir chez toi, mais Paris réclame 250 millions et je resterai à Paris tant que tu ne les payeras pas », pour moi, s'il fait ça, pour moi, c'est une légende. Parce que 250 millions, ça sera un prix, à mon avis, qu'on ne va jamais dépasser. Et donc là, je comprendrais que le gars, il veut marquer l'histoire
au Paris Saint-Germain. Parce que pour l'instant, il ne l'a pas marqué, l'histoire. Je suis désolé, mais même Zlatan, il a ramené 4 Ligue 1 d'affilée. Kylian Mbappé ne l'a jamais fait. Hein. Donc, je ne sais pas son marquer l'histoire, ce qu'il voulait dire, parce que moi, je suis désolé, c'est bien. J'ai suivi 2020, j'ai suivi la Ligue des Champions jusqu'au mois de mai parce qu'on est allé en finale. 2021, j'ai suivi la Ligue des Champions jusqu'au mois de mai parce qu'on est allé en demi-finale. Mais pour moi, c'est pas marqué l'histoire d'emmener un club en finale ou en demi-finale. Il avait aussi dit en juin, je veux rehausser le niveau de la Ligue 1. Oui, mais sur ce qu'il dit, comme je dis. Braza, on va se recentrer sur ma question. Est-ce que tu comprends la surréaction des supporters parisiens qui demandent maintenant de l'écarter ? Non, je me souviens de la question et non, je trouve ça ridicule. Je sais maintenant humainement qui est Mbappé, le syndrome de la victime, quoi. Mais c'est un bon joueur de foot. On a un Neymar qui sous-performe en ce moment. On ne peut pas se permettre de s'en passer. On le met sur le terrain, on l'utilise le plus possible. On fait une bonne année et ensuite il s'en va comme il veut parce que oui, voilà, il n'y a pas de regret à avoir avec un mec qui et c'est un gâchis immense. Hein. C'est un gâchis immense parce que le mec aurait pu marquer l'histoire dans le club de sa région. Il aurait pu avoir. En gros, c'est l'histoire d'amour qui est complètement foireuse et en fait, t'es content que ça se termine. Mais voilà, ça aurait dû être le symbole de ce PSG, il n'y a pas eu d'attache. Qu'on l'utilise cette année de la même manière qu'il nous a utilisé, pour le coup, parce qu'il nous a utilisé, et qu'on l'utilise, et oui, et demander qu'il soit sur le banc, c'est complètement ridicule. T'es un joueur de ce niveau. Moi, j'irais même loin par rapport à ce que vous dites. Vas-y. Moi, en fait, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, ce joueur-là, on l'envoie tout le temps, on lui mette des ballons pour qu'il cravache, pour qu'il court. Ouais, Non, mais de toute façon, on l'aura plus, donc on ne doit pas s'inquiéter s'il se blesse pendant plusieurs années, puisqu'il ne sera même pas chez nous. Donc, autant l'utiliser à 3000%, comme dit Drias. Hein. Il revient. Ne pas le mettre sur le banc pour de la gestion, pour ne pas qu'il soit blessé. Non, s'il est là, il est apte, on le fait jouer. Et s'il n'est pas bon, on l'appelle sur le banc, on lui crie dessus pour que les gens voient qu'il n'y a pas de traitement par rapport à un joueur qui n'a pas de réserve intellectuelle. Parce que pour moi, il a tout. Il a l'intelligence, mais il n'a pas la réserve d'intelligence. Réserve, c'est... Toi, tu veux l'utiliser sportivement tant qu'il apporte, mais s'il a des défauts, ou pas hésiter s'il est pas bon, à lui dire tu joues pas à tel poste ou tu vas sur le banc ce soir. Pour que ceux qui nous écoutent soient au courant de la situation, Braza nous fait des Twitch et à chaque rentrée de Kylian Mbappé, il est avec la poupée voodoo en train de planter les aiguilles. Non, mais concrètement, moi, je pense que étant vraiment, la seule chose qui passe des fois, et j'ai le regret, mais des fois, au-dessus de ma famille, c'est le PSG. Des fois, je regarde un match alors que j'ai de la famille à la maison, c'est pour vous dire. Donc, moi, je suis désolé, mais... Oui, je sais, mais j'ai avoué mon défaut. Mais vous savez, c'est quand on a une addiction... c'est une addiction, quoi. Donc, moi, j'ai raté le final 8 pour ma famille. Il n'y a pas de suite, hein, c'était le dernier sujet. On est arrivé à bout de cette semaine chargée en actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera après, je pense, l'enchaînement Leipzig-Marseille. Merci à toi, Braza, pour cette première. Merci à toi pour l'invitation. Largement. Très content. Et merci, Drias. Merci. Hein. Toi, de toute façon, t'es notre Mbappé dans 6 mois. De toute façon, tu pars pas libre. Dans 6 mois, on vire. Moi, je suis le gars qui essaye de devenir Matuidi. Tu me fais pas chier. De toute façon, t'es pas payé. D'ailleurs, Braza, je te fais un virement demain. Voilà. Non, moi, ça va. Je suis comme un... Comment il s'appelle t'es très riche. Tu veux nous en donner? moi, je suis comme un Marquinhos, tu vois. Pas grave, tu me demandes de baisser le salaire, je baisse. Je m'envoie un petit chèque resto, ça marche aussi. Payer pour l'invitation, du coup. Merci de cette intervention. Franchement, vraiment, on t'invite plus souvent, Brada, du coup. Ciao à tous. Pas de souci, avec plaisir.